me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？ Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de Le Grand Pop qui vous parle de la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. Et pour, déjà la 3e fois dans ce podcast, nous allons revenir aujourd'hui vers la galaxie Star Wars, puisque après Andor, après les annonces de la Star Wars Celebration, on va vous parler d'Ahsoka, la dernière série Star Wars qui s'est achevée le 4 octobre, la série de la rentrée, créée, scénarisée et showrunnée par Dave Filoni. On va revenir là-dessus ensemble pendant un petit peu plus d'une heure. Je serai dans cette émission votre Anakin Skywalker, entre les deux mondes, entre animation et critique. Et avec moi pour discuter de la série Ahsoka, j'ai bien sûr une équipe de choc comme à chaque fois, et je vais commencer par notre Ouyang à nous, l'homme qui a compilé des centaines de siècles de données qui remontent depuis la Haute République. Je veux bien sûr parler de Menro. Bonjour Menro. Bonjour, je m'attendais à un personnage âgé, mais ça va, celui-là il est assez classe. Bonjour tout le monde, je serais très heureux de vous retrouver toutes et tous pour parler de Star Wars encore une fois. Surtout que c'est une série qui fait débat. Ahsoka, on n'est pas d'accord entre nous. Peut-être pour la première fois, il y a autant de clivage entre les appréciations. Ouais, il y en avait déjà un petit peu sur Andor, mais là, effectivement, c'est pas tant que ça divise, mais qu'il y a des avis plus ou moins mitigés. On va revenir évidemment là-dessus. Et pour compléter notre équipe, nous avons aussi notre général, celui qui est prêt à tout pour défendre ses amis, même à aller jusqu'au bout du monde. C'est bien sûr Otaksu. Bonjour. Oui, alors bonjour, merci de m'accueillir. Alors j'ai un petit souci par contre, c'est que moi je pensais qu'on parlait de la Ahsoka Dance ce soir, donc j'ai rien préparé, mais oui, Ahsoka, oui, je connais bien sûr. Je vais tellement te le piquer avec des bâtons laser. Je vais tellement te le piquer pour l'article, ce titre-là. Oui, il y aura effectivement un article sur legrandpop.fr qui viendra en complément de ce podcast. Et pour compléter, puisque nous ne sommes pas aujourd'hui un trio, mais bien un quatuor, et pour compléter, ce sera tout simplement notre héroïne, notre Ahsoka à nous, notre invitée, journaliste ciné-série chez Allociné, également présentatrice du podcast Allociné et grande fan de l'univers Star Wars, des films, des séries, mais aussi des jeux vidéo. Mégane Choquet, bienvenue. Eh bien merci, salut à tous et merci pour l'accueil. Et merci de me présenter en tant qu'Ahsoka, j'en suis très honorée. Bah oui, bien sûr, ça va de soi. Et on en parlait justement en off un petit peu juste avant l'émission. On avait débriefé le Star Wars Celebration dans un des précédents épisodes. Allez l'écouter si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur l'avenir de Star Wars. Mais tu y étais. Oui, j'ai eu cette chance. Alors, raconte-nous. Je me sentais vraiment comme une petite padawan au milieu de tous ces fans de Star Wars. C'est vrai que c'est une ambiance qui est très particulière, qui est vraiment galvanisante, parce qu'on est vraiment entouré que de fans de Star Wars, avec plein de gens qui sont déguisés, qui sont en cosplay, avec des costumes qui sont vraiment ultra bien faits. Enfin, tu sens que c'est fait maison, c'est fait avec cœur, c'est fait avec passion. Donc c'est incroyable d'être entouré de ces gens-là, et puis d'être dans les salles où il y a tous les panels. Donc c'est là où il y a toutes les annonces faites par Kathleen Kennedy, par Dave Filoni, par tous ces grands noms qui font de Star Wars ce que c'est aujourd'hui. Et puis de voir tous ces sabres laser levés à la moindre annonce, c'est assez dingue. J'ai une curiosité, à quelle annonce tu as fait wouh le plus, tu vois? Je pense que le projet qui m'intrigue le plus, c'est le film de James Mangold. Voilà, ça, je pense que c'est le projet qui m'intrigue le plus. Après, évidemment, le panel Ahsoka, j'étais comme une dingue, évidemment, de voir Rosario Dawson, voilà. J'avais espoir de voir Hayden Christensen, mais bon, il gardait le secret jusqu'au bout, évidemment. Ouais. Mais je l'ai quand même vu avec Ewan McGregor, parce qu'il y a eu un panel sur la série Obi-Wan Kenobi. C'était une sorte de débrief un petit peu avec des scènes coulisses. Revenir un petit peu sur leurs retrouvailles et sur les combats qu'ils ont dû reproduire, donc ça c'était super. Et puis des images un peu inédites des prochaines séries qu'il y aura, Skeleton Crew, et puis le casting aussi de la série qui se passe pendant la Haute République sur les Jedi. J'ai le nom qui m'échappe. L'acolyte. Acolyte, exactement, merci. Et ça aussi, c'est un projet qui m'intrigue beaucoup et je pense que ça va être trop bien. C'est vraiment l'âge d'or des Jedi, donc ça va être incroyable. Donc on va avancer un petit peu sur le programme de cette émission, mais Ahsoka, t'étais plutôt partante.
Ah, j'étais à fond, j'adore ce personnage. Enfin, de voir une héroïne Jedi, ça change, ça fait du bien, puisque c'était avant Rey. Donc oui, de voir une jeune héroïne comme ça, qui a en plus un super maître Jedi qui la forme, donc non, c'était trop bien. Puis Clone Wars, ça a été une des meilleures séries Star Wars, donc j'avais très très hâte de voir la série Ahsoka. Eh ben, on va revenir là-dessus, puisque Ahsoka, c'est une série qui s'inscrit dans ce qu'on appelle maintenant un petit peu le Filoni-verse, dans la lignée de Clone Wars, Rebels. Voilà, on va disséquer un petit peu tout ça. Est-ce qu'il faut avoir vu ces séries-là? Est-ce que c'est indispensable? Qui est Dave Filoni aussi? Tout ça, on va en parler pendant une grosse heure. Alors, on l'a dit, Ahsoka, série en 8 épisodes, qui s'est achevée là le 4 octobre, centrée donc sur le personnage d'Ahsoka, ancienne disciple d'Anakin Skywalker pendant la guerre des clones. Comme d'habitude, si vous nous écoutez, vous le savez, on va spoiler très 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 franchement jusqu'à la toute fin, puisqu'il y a effectivement à dire. On va aussi essayer de voir ce qui se passe après vers là où ça nous amène. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la série, allez-y, et puis sinon restez avec nous, c'est avec grand plaisir. Et surtout, si vous voulez nous soutenir, nous faire un petit coup de pouce, mettez-nous des petits pouces, des petites étoiles, des commentaires, on prend et on lit tout sur toutes les plateformes de podcasts dédiées, sur YouTube. Et nous, on va partir pour parler d'Ahsoka, et on va commencer par effectivement l'homme qui est derrière un peu tout cet univers qui a donné son nom, un univers qui s'inscrit en parallèle des films Star Wars, c'est Dave Filoni. Et Dave Filoni, qui c'est? Eh bien, c'est notre séquence portrait, et c'est Menro qui va nous en parler. Dave Filoni. Alors Dave Filoni, c'est un scénariste, réalisateur et producteur. Déjà ça, je vous fais la page Wikipédia presque. Pour commencer, non, en fait, l'homme au chapeau de cow-boy. Je me demandais si t'allais le placer. Bien ça. sûr, bien sûr. Il ne le quitte jamais. Fan de hockey sur glace, il y joue encore d'ailleurs. Est devenu depuis 2020 producteur exécutif chez Lucasfilm, et il était directeur créatif exécutif de toute la branche animation depuis 2016. On a quand même un bonhomme sérieux dans l'univers Star Wars actuel. Alors, comment un mec qui fait des storyboards pour Kim Possible et Avatar, le dernier maître de l'air, est devenu le grand Manitou de toutes les productions d'animation Star Wars? Respecte Avatar, le dernier maître de l'air. Et respecte Kim Possible, ouais, surtout Kim Possible. Avatar, bon, voilà, mais... Qui tu bipes et tu appelles si tu as besoin d'aide. Tu appelles Kim Possible. Ce que je veux dire, c'est surtout le côté... mec qui fait des storyboards into le grand Manitou Star Wars quasiment aujourd'hui. Du coup, alors comment ça se passe? Pourquoi? Comment? Déjà en travaillant personnellement et en étant recruté par George Lucas lui-même. Excusez-moi du peu. Donc Filoni a été catapulté à la réalisation du film The Clone Wars en 2008 et donc travaille avec Georgie sur les premières saisons de la série. C'est-à-dire que si on refait un petit peu comment ça s'est passé, il y a d'abord eu le film The Clone Wars, film en images de synthèse, qui est sorti en salle, et juste après, on a enchaîné avec les premières saisons donc, de la série The Clone Wars. Au moment du rachat de la licence par Disney, il prend les pleins pouvoirs sur les Clone Wars justement et y insère de nombreuses idées personnelles en ajoutant une toile de fond plus poussée, tout en allant faire ses courses dans le concept de l'ancien univers étendu qui est devenu Legends, donc sorti du canon officiel. Alors c'est pas nouveau hein, parce que Papa Lucas le faisait déjà, Coruscant par exemple, ça vient de l'univers étendu. Donc cette série Clone Wars qui on le rappelle développe les personnages d'Anakin Skywalker, d'Obi-Wan Kenobi et de Ahsoka Tano et compagnie. Donc toute l'action se passe entre les épisodes 2 et 3 de la prélogie. Donc c'est comme ça qu'il gagne ses lettres de noblesse en poussant les potards au maximum pour achever Clone Wars en apothéose. Il réhabilite par exemple Dark Maul et en fait un maître du crime en quête de vengeance qui verra son destin achevé plus tard dans une autre série qui s'appelle Rebels. Il poursuit donc dans cette nouvelle œuvre animée tout le travail entamé sur la fin des Clone Wars. Dans Rebels, Ahsoka est de retour bien sûr, et certains et certaines y découvrent aussi le grand amiral Thrawn, le destin de Mandalore, Sabine Wren, Ezra Bridger, ou Hera Syndulla, donc des noms qui doivent vous résonner pas mal si vous avez vu Ahsoka tout récemment. Ces personnages s'intègrent au fil des saisons comme des personnages incontournables.
L'aventure continue ensuite avec Star Wars Resistance et surtout The Bad Batch, suite spirituelle des Clone Wars, ou dans Tales of the Jedi, cette série atypique qui prend le temps de raconter l'envers du décor d'événements bien connus par les fans. Avec le grand couac des épisodes 8 et 9 et le besoin urgent de recréer de la continuité dans la saga, il est appelé sur The Mandalorian par Jon Favreau et passant là de l'animation aux prises de vue réelles tout simplement, avec des acteurs et ce fameux écran volume dont on va reparler. Dave Filoni s'emploie aujourd'hui à recoller les morceaux d'un univers en convalescence et s'amuse à intégrer ses créations perso dans les nouvelles séries Disney+, avec plus ou moins de réussite. Les ancrant par contre définitivement dans le marbre auprès du grand public. Il y a un truc qui m'a toujours fait marrer avec Filoni tel qu'on le présente maintenant, c'est que il y a quelque part ce Disney a giclé Lucas limite sans aucun respect, dégage machin, au moment où c'est parti en vrille, genre on peut plus vraiment rappeler Lucas, par contre il avait un padawan, viens on va juste choper le padawan et comme ça il aura peut-être une idée de quoi faire, et ils ont bien fait je trouve quand même au bout quoi. Est-ce que tu avais suivi, toi, les différentes... Megan, est-ce que tu avais suivi les différentes séries animées de Filoni avant d'arriver sur Ahsoka ? Oui. Moi, j'avais rattrapé Clone Wars sur Disney+. J'avais vu le film. J'avais vu le film et j'avais pas poursuivi. Et puis, le confinement a bien aidé. J'ai rattrapé du coup Clone Wars sur Disney+. Et j'étais à fond. En fait, j'ai tout de suite été happée par l'univers. Bon, évidemment, de retrouver Anakin et Obi-Wan pendant la guerre des clones, ça a fait son effet. Et puis, la grande découverte d'Ahsoka, pour laquelle vraiment je me suis pris d'affection tout de suite. Et puis, ça a été un coup de foudre pour cette série d'animation. Et après, j'ai poursuivi avec Rebels. Et puis, il y a eu aussi la sortie de The Bad Batch, comme tu disais, Menro, et peut-être un peu moins emballé, même s'il y a des choses qui m'ont plu aussi, parce que on retrouve des choses du deuxième film, de l'attaque des clones, qui sont assez intéressantes. Mais oui, j'avais vu du coup les séries d'animation. J'étais à jour en tout cas pour découvrir Ahsoka. Ouais, j'avais fait complètement J'étais la même. pas larguée. 2020, on avait profité avec madame. Il faut qu'on comble le temps au petit-déj pendant qu'on mange. Alors vas-y, une série au long cours, animée. Et puis une fois que t'as vu Clone Wars, t'as envie d'enchaîner sur Rebels et ensuite sur Bad Batch. Donc Ahsoka, on l'a dit, elle a été créée. En tout cas, elle est apparue pour la première fois dans le film Clone Wars qui précède la série. Et donc on la retrouve finalement bien après, puisque là on est toujours comme on est dans le Mandoverse, on est entre l'épisode 6 et l'épisode 7, et donc on retrouve Ahsoka comme on l'avait déjà vu dans la dernière saison de Mandalorian, à la recherche du grand amiral Thrawn, qui est donc issu de Rebels, parce que à la fin de Rebels, spoiler, mais c'est dit clairement dans la série, il y a une dernière bataille sur la planète qui sert de refuge, en tout cas à Ezra, en tout cas sa planète natale, et donc pour éliminer Thrawn, lui et Ezra, qui est le héros de la série, s'enfuient, je vais pas dire s'enfuient, mais en tout cas sont emmenés loin par les baleines, les purgils, loin, on ne sait pas où, on ne sait pas s'ils sont vivants, on ne sait pas, voilà, en tout cas ils disparaissent, et c'est comme ça que la menace est éliminée, et on perd le héros en ce moment, au même moment, qui fait une espèce de sacrifice. Mais donc elle a ces infos que potentiellement il pourrait ne pas être mort et qui menacerait de revenir et de mettre en péril la nouvelle République. Vous, comment vous l'avez vécu cette continuité en fait par rapport à des séries déjà? Est-ce que vous les avez vues? Est-ce que vous avez suivi ça? Et comment vous vous inscrivez dans la continuité de ces séries-là? Alors moi, pourtant très grand fan de Star Wars, j'ai pas vu l'intégralité des Clone Wars et de Rebels. J'ai essayé à chaque fois et j'ai été rebuté par certains choix de design, d'animation ou de personnages, et par des scénarios trop épisodiques mais qui ne racontent pas une histoire générale. Et c'est vrai que en bossant un petit peu sur ce podcast, j'ai bien compris que ça arrivait au fur et à mesure des saisons. Enfin, ça je le savais déjà, mais je pensais que c'était déjà là à la base. Non, ça arrive vraiment au fil des saisons. Et du coup, j'ai juste été sur internet, regardé des listes d'épisodes à regarder pour avoir l'essentiel, et j'ai fait tout ce qui a trait vraiment à la mythologie globale de Star Wars et le scénario général. C'est comme si sur X-Files j'avais fait que les épisodes autour du grand complot. T'as éliminé tous les fillers, quoi, en gros. Exactement. Donc voilà, j'ai fait ça. Il y en a beaucoup. Et il y en a énormément. Et par contre, j'ai essayé plusieurs fois de revenir dessus, et à chaque fois j'ai eu ce truc où je suis
complètement écartelé entre le côté complétiste où moi j'ai envie de tout voir et non, voilà, donc j'ai pioché dedans, j'ai fait pareil sur Rebels, donc je suis à peu près à jour, je connaissais les personnages, peut-être pas aussi bien que vous du coup, mais plutôt enthousiaste, notamment sur ce personnage d'Ahsoka qu'on voit évoluer vraiment de la petite enfance jusqu'à une maturité d'adulte, et c'est ça qui est très intéressant pour moi, c'est que tel qu'on la voit en tant que Padawan au début de Clone Wars, puis que Ronin, on va dire, dans Rebels, jusqu'à être cette maîtresse Jedi dans Ahsoka, on voit toute la portée et l'importance de ce personnage. Et comme quoi, tu disais c'était génial, c'était avant Rey, mais non, c'est juste que c'est un personnage qui est bien écrit, contrairement à d'autres. Ah, tout de suite. Elle aura peut-être une seconde chance avec le prochain film. J'aime bien tacler gratuitement. On espère, parce que l'actrice méritait mieux, en tout cas, clairement, quoi. Bah ouais, c'est dommage. Il y a un moment où je trouve Ahsoka prend une grosse dimension, c'est la toute fin, la toute dernière saison de Clone Wars qui est venue bien après la première fin, on va dire, et où là il y avait une vraie qualité sur la production et sur le scénario, et où elle clôt vraiment son arc à elle et celui de Dark Maul, et vraiment en parallèle de l'épisode 3, enfin de la fin du coup de l'Ordre des Jedi, et où voilà, je trouve qu'elle a une dimension encore qui se révèle en plus par la suite. Toi, Otaksu, t'es pareil, t'as pas tout vu. J'aimerais être d'accord avec toi, mais j'ai pas vu, moi. Voilà. Non, en fait, je te le dis, mais c'est peut-être voilà. En tout cas, la dernière saison vaut vraiment le coup d'être vue. Mais en fait, c'est ça le souci, c'est que un peu comme tout le monde au niveau après le Covid, ou plutôt pendant le Covid, je me suis dit je vais enfin rattraper ce truc-là. Sauf que là où Menro a peut-être su dépasser son aversion du design, moi j'ai pas pu en fait. J'ai réussi quand même à tenir jusqu'à, je pense, la 3e ou 4e saison de Clone Wars, mais j'ai abandonné très vite. Toi tu t'arrêtes quand ça devient bien. Mais en fait, Ah ouais, c'est un peu dommage. j'ai eu Le Monde entre les mondes, j'ai eu les Night Sisters que j'ai absolument kiffé, on va en reparler évidemment dans le cadre d'Ahsoka. Mais il y a un truc que je peux pas pardonner à la série, c'est que ses ombres et ses lumières ne sont pas cohérentes. Et c'est un truc qui gêne énormément. Si tu te focalises sur les détails aussi. Les détails quand même, tu vois quoi. Déjà la direction artistique j'ai du mal, mais ça encore je peux le surpasser. Mais le fait que les ombres sont pas cohérentes, mon cerveau en fait toutes les 2 minutes me fait regarde c'est pas normal, regarde c'est pas normal, regarde c'est pas normal. C'est fatigant en fait quand tu regardes un truc comme ça. Donc j'ai lâché à ça, j'ai jamais touché Rebels etc. Mais ça m'a pas empêché quoi qu'il arrive de kiffer Ahsoka et même de retrouver des aspects que j'ai vus dans Clone Wars, du coup le monde entre les mondes et les Night Sisters, être plutôt bien traités je trouve dans la série. Bah c'est un peu peut-être le problème pour moi que j'ai avec du passage de Rebels à la série Ahsoka, c'est que je trouve que Rebels a une direction artistique beaucoup plus criarde, chatoyante, avec beaucoup plus de couleurs, et ça se retrouve dans les personnages, hein. Voilà, Thrawn il est très très bleu, Hera elle est très très verte. On dirait un schtroumpf. Hein. C'est très bizarre. J'adore Lars Mikkelsen et j'adore ce personnage de Thrawn, mais franchement là avec sa pâture bleue j'ai un peu de mal, j'avoue. Oui. Ça passe mieux en animation quand même. Et ses yeux sont très très rouges aussi. Oui, enfin, très rouge. Oui. Donc c'est ça, c'est la transition entre les deux qui est un peu dérangeante, même si comme pour Clone Wars, la direction artistique s'affine au fil des saisons, on comprend qu'eux-mêmes commencent à voir un petit peu qui est leur public, quoi. C'est pas que un public d'enfants qui regarde ça, quoi. Donc pour vous, est-ce qu'il faut avoir tout vu forcément pour apprécier Ahsoka, Megan? Je dirais oui et non. Après, je comprends la réticence sur l'animation en elle-même et sur la direction artistique. Après, moi, ça me rappelle vraiment les séries un peu à l'ancienne sur Disney Channel. Et je trouve que ça a beaucoup de charme. Et d'ailleurs, je crois que c'était diffusé sur Disney XD, non oui, ces séries-là, il me semble. Hein. Et Cartoon Network aussi. Et Cartoon Network, ouais, voilà, les meilleures chaînes. Mais du coup, oui, moi, je trouve que c'est un charme quand même, ce genre d'animation. Il y a un côté très fait maison, un peu amateur, mais en même temps, je trouve que ça a du charme. Et effectivement, ça s'améliore au fil des saisons. Autant pour Clone Wars que pour Rebels, et c'est vrai que tu t'y attaches à ces couleurs criardes, à ces personnages un peu en carré, tu t'y attaches beaucoup, et c'est vrai que le passage au live action ça fait un peu bizarre. Autant sur Ahsoka, comme on a eu un peu une transition en douceur avec son apparition dans Mandalorian, tout ça, ça a passé. Mais les autres, au début, j'avoue que j'ai eu du mal. Genre, Hera, Sabine, ça passe. Mais Hera et Thrawn, j'ai eu beaucoup de mal au début. C'était très compliqué. Ça s'améliore vers la fin de la saison. Mais j'ai eu un petit peu de mal. Mais alors après, dans l'absolu, je dirais oui, il faut avoir tout vu. Parce que
Ce que j'adore, moi, notamment dans Clone Wars, mais aussi dans Rebels, c'est qu'il y a un côté un peu procédural dans la série. C'est vraiment une série d'enquêtes. C'est comme c'est des chevaliers Jedi qui sont vraiment en mission. Ils sont en enquête à chaque fois. Et bon, t'as plein d'épisodes filler, évidemment, qui font des pas de côté sur d'autres personnages. Je me rappelle, dans la première saison, il y a un épisode avec Yoda qui est très drôle. Qui n'apporte pas énormément à l'histoire générale, mais bon, ça apporte encore plus à la mythologie. C'est des petits bonbons, quoi. C'est des petits bonbons, exactement. Et non, moi je trouve que même dans chaque épisode filler, t'as toujours un petit truc qui te ramène au fil rouge conducteur de toute la série. Et je pense que c'est une série qui s'apprécie dans son ensemble, et même pour le côté émotionnel. Si t'as pas tout vu, enfin si t'as pas vraiment cette construction, ne serait-ce que dans la relation entre Anakin et Ahsoka, je trouve que t'as peut-être moins d'émotion quand tu vois la série Ahsoka. Et je trouve que c'est le gros problème entre Rebels et Ahsoka, c'est que si tu connais pas toute cette dynamique de groupe qui est entre Ahsoka, qui est avec Kanan, avec Ezra, avec Hera, avec Sabine et Chopper. Et Chopper, mais oui. Il est pas assez présent. Dans la série. Le robot, donc. Oui, et celui qui n'est plus... Attends, j'ai plus son nom. Droïde. Non. Kanan Jarrus. Non. Qu'on voit en plus dans Mandalorian, la créature. C'est pas Z, c'est... Je l'ai plus du tout. Le Chewbacca de service. Oui. Oui, tu vois, quand je parlais de design, d'accord. Oui. c'est typiquement ce personnage-là. Ouais, d'accord. J'aime pas. Oui, c'est Z, ouais, ou Zeb, ou je sais quelque chose Non, comme ça. Zeb. Oui, je Ouais, crois que c'est Zeb. ouais. Enfin voilà, mais ouais, il y a toute cette dynamique de groupe, et c'est vrai que tu t'attaches à eux, tu les suis pendant 4 saisons. Et t'es censé peut-être poser la question, est-ce qu'il est mort Ezra, est-ce qu'il est mort Thrawn, et là on te balance oui de toute façon ils seront dans la saison. Ça gâche un peu les retrouvailles, et je trouve que les retrouvailles entre Ezra et Hera étaient beaucoup plus émouvantes que les retrouvailles entre Sabine et Ezra. Lui était juste là avec ses tortues dans sa planète paumée, et Les Shitty Friends, on y reviendra. ouais, non mais c'est trop dommage, quoi. Enfin, t'as l'impression qu'ils se sont juste pas vus il y a la semaine dernière. Enfin, c'est trop bête. Mais bon, ça c'est des petits points de détail, je pense. Et vous, ça vous a posé un souci justement, le fait de, en tout cas par rapport à la série live Ahsoka, de pas avoir connu ce qui est venu avant? Mais moi, absolument pas. Après, le truc, c'est que je suis assez d'accord sur le fait que Clone Wars rajoute beaucoup, justement, dans le fait d'apprécier l'œuvre générale, mais je trouve aussi que Ahsoka, en étant quelqu'un qui n'a pas vu, mais qui sait à peu près ce qui se passe dans Clone Wars, te donne envie d'y retourner, en fait. C'est-à-dire que ça va pas en contre non plus, ça te donne la curiosité. Là où je trouve que c'est quand même assez important d'avoir vu au moins certains épisodes de Clone Wars, parce qu'en vrai, je trouve que Clone Wars, ça c'est très personnel, il y a 75% d'épisodes de guerriers clones où tu retiens même pas leur pseudonyme, ils ont tous la même gueule et on s'en fiche un peu, c'est des soldats. Sauf Rex. Non, c'est pas vrai. Rex Ah ouais, Echo, pas toucher à je sais Rex, pas trop hein, quoi, attention. alors, ouais, pourquoi pas, tu vois, ça reste de la chair de bétail, hein, quelque part, tu vois. Mais tout ce qui est concept de monde entrelacé, monde des Night Sisters ou des trucs comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en arrivant sur Ahsoka, se disent mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, qu'est-ce qu'ils ont fumé pour cette série? Ouais, ça aussi. En fait, c'est inscrit depuis quelques années déjà dans le canon, en fait. C'est Donc, ça. Ça aussi, Ou qui n'ont pas joué au jeu aussi. ou qui n'ont pas joué au jeu. Ouais. Il y a beaucoup en fait de trucs qui sortent énormément du canon des films, tels que la plupart des gens le connaissent en vérité, et qui peuvent être choquants quand c'est appliqué à Ahsoka. Là où quelqu'un qui a vraiment suivi le truc se dit ah trop bien, il creuse ce truc là quoi. Donc moi je l'ai vu notamment sur le côté un peu zombie des Night Sisters, où moi j'étais putain cool, alors que la plupart de Twitter c'était depuis quand il y a des zombies dans Star Wars. Bah depuis quelques temps en fait. Mais non. Sans aller jusqu'à toutes les représentations du folklore qu'il y avait dans les séries animées, moi j'arrive à suivre facilement et rattraper les morceaux puisque j'avais l'essentiel et je connais les personnages, en tout cas les principaux, mais là où je me suis vraiment posé la question par contre, c'est quelqu'un qui, je sais pas, à l'image de des gens proches de moi, mais genre juste madame ou mes cousins ou mon frère, tu vois, qui sont fans de Star Wars, y a pas de problème, qui aiment bien ça, mais ils ont pas suivi tout ça de près. Donc à un moment, est-ce que vraiment tu arrives à suivre et à apprécier les personnages? Comme tu disais, il doit peut-être y avoir un effet. J'arrive au milieu du jeu de quilles et sans connaître les liens entre tous les personnages, c'est peut-être un petit peu compliqué à digérer. Il y en a quand même Je me suis beaucoup. posé la quoi. question. Ouais, il y en a quand même beaucoup, mais on va recentrer, si vous voulez bien, justement sur Ahsoka quand même, qui donne son nom à la série. C'est un peu, alors
on attend de voir parce que évidemment son histoire elle n'est pas terminée, hein. Spoiler, il y aura une saison 2 ou en tout cas il y a clairement la série ne clôt pas son histoire elle, en plus du film aussi on va y revenir, mais qui va clore le Spoiler, Mandoverse. c'est Disney, ils peuvent pas s'arrêter de faire des thunes, donc ils créent un multivers sur un multivers sur un multivers. Voilà, exactement. Mais quand même, cette série sert un peu à mettre en avant vraiment elle, qui se retrouve vraiment au premier plan. Alors comme j'ai dit, c'était déjà un peu le cas dans la saison de Clone Wars de la dernière saison. Ça redevenait vraiment elle le personnage principal. Mais on la suit vraiment, en tout cas ça revient sur son histoire. C'est-à-dire, depuis son origine en tant qu'apprenti d'Anakin Skywalker, évidemment il y a la réunification avec lui. Ensuite la Jedi déchu qui devient Jedi grise, ou en tout cas qui continue à lutter contre l'Empire, mais vraiment de son côté, quoi, voilà, en mode Ronin. Là c'est dit même par Throne, vraiment là on réutilise la mythologie japonaise. Et qui finalement réapparaît et donc qui se remet à la recherche de Throne. Comment vous l'avez ressenti, vous, ce personnage-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a été bien traité, ou en tout cas, contrairement peut-être à un Obi-Wan ou un Andor qui donnaient leur nom à une série mais qui n'étaient pas vraiment les personnages principaux de leur propre série? Comment vous ressortez, quelle vision vous avez du personnage d'Ahsoka à travers cette série, Megan? Toi qui es justement assez fan du perso. C'est La grande inspiration Ouais. disons là. Ok, bon. Ouais, je vais me transformer en sage comme Ahsoka avec son habit blanc. J'ai eu un chouïa du mal au début parce que je la trouvais un peu lente. Un peu molle du genou, pour être honnête, alors que c'est un personnage qui déborde d'énergie. Merci, on est d'accord. Acrobatique, ouais. Ouais, et en fait, ça se comprend dans un sens, parce que c'est plus l'adolescente qu'on a connue, c'est plus la jeune femme qu'on a connue, c'est plus la jeune Jedi qu'on a connue. Elle a morflé, elle a morflé entre Dark Maul et Anakin qui bascule du côté obscur. Elle a pris des sacrés coups et puis elle a été ultra solitaire aussi, donc forcément elle a été recluse. Elle a, je pense, eu un long moment seule avec la force pour se recueillir et vraiment pour prendre du recul sur tout ce qu'elle a vécu. Et puis il y a tout ce passage dans le monde entre les mondes, ses retrouvailles avec Anakin. On peut et puis, développer là-dessus si tu veux. et puis sa dernière leçon finalement, et puis après cette sorte de baptême, elle ressort de l'eau comme ça, et c'est une nouvelle Ahsoka qui est encore plus sage, donc encore plus lente. Mais juste pour rajouter à ce que tu disais, dans le passage du monde entre les mondes, on la voit jeune. Cette actrice fait un travail formidable justement pour montrer le côté acrobatique du personnage qu'il y avait déjà dans le dessin animé, où justement ça te permet de comprendre que si elle l'est plus autant, c'est qu'il y a eu du doute derrière et qu'elle a mangé cher quand même dans sa vie, quoi. Elle est incroyable cette actrice, j'ai plus son nom malheureusement, mais elle jouait déjà la jeune Gamora dans Avengers. Gamora, Elle jouait la jeune Gamora dans Avengers, et elle était aussi très récemment dans le film Barbie. Voilà, c'est une très bonne actrice et je pense qu'elle ira très très loin. Enfin, si elle s'amuse à faire tous les persos jeunes, tous des persos emblématiques jeunes, et plus encore, je pense qu'elle aura une belle carrière, parce que je trouve qu'elle a vraiment su capter l'essence d'Ahsoka quand elle était plus jeune, et ce côté un peu entre la malice et l'innocence, enfin le côté un peu ingénu, un peu espiègle, parce qu'en même temps elle a cette figure fraternelle, on va dire, en Anakin, et le côté en même temps elle doit suivre un entraînement et elle est en plein doute, elle se demande pourquoi ils sont obligés de faire ces guerres, c'est pas vraiment ça être Jedi à la base, donc elle a beaucoup de questions, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que à travers ce personnage on questionne beaucoup la figure du Jedi, mine de rien. Et du coup elle a tout un rite initiatique avec Anakin, et après elle devient son propre personnage, parce qu'elle était très rattachée à Anakin, et là elle s'extirpe enfin de cette condition là, et je trouve que dans la série on le voit quand même bien, là elle est accomplie, elle est enfin elle, et ce côté sage par toutes ces expériences qu'elle a eues, on le voit très bien dans son passage dans le monde entre les mondes, cette dernière leçon d'Anakin, et puis cette manière c'est une résurrection, clairement, parce qu'elle était un peu entre la vie et la mort après son combat avec Baylan. Donc là, voilà, c'est une résurrection, c'est une nouvelle Ahsoka, et c'est
je pense qu'on peut dire que c'est un maître Jedi, quoi, clairement, hein, puisqu'en plus elle Elle reprend prend son Sabine rôle aussi, ouais. en tant que Padawan, donc c'est une nouvelle Ahsoka. Mais du coup, là, au début, je pense que les 2 premiers épisodes, j'avais un petit peu du mal, et après, tu comprends son cheminement, tu comprends son parcours, et je pense que le passage dans le monde entre les mondes et s'est retrouvé avec Anakin était super, super importante. Toi, c'était plus au niveau peut-être du style de combat ou du style du personnage, Menro, non? Alors déjà sur le personnage en lui-même, moi j'aime beaucoup le fait qu'elle ait toutes ces évolutions à travers toutes ces séries. C'est-à-dire que vraiment de la Padawan un peu ingénue qui se réfugie dans l'ombre de son grand frère de maître Anakin, jusqu'à celle qui met en doute les enseignements de l'ordre Jedi, qui fait scission de l'ordre Jedi, qui devient vraiment toute seule, qui est l'informatrice des héros de Rebels, pour devenir une maître à penser pour Grogu éventuellement dans The Mandalorian, puis finalement non. Y a vraiment plein de phases d'évolution, et je trouve que c'est peut-être l'un des premiers personnages qui arrive à vraiment décrire ce que c'est que d'être au centre de ce manichéisme entre les Jedi et les Sith. Et là, il y a énormément de zones de flou, il y a beaucoup de questionnements, il y a philosophiques, etc. Et rien qu'en ça, je trouve que c'est un personnage qui est particulièrement intéressant à analyser. C'est pas pour rien que ces sabres laser, ils sont blancs. Ils sont blancs, voilà, il n'y a pas de couleur dedans. Et donc du coup, il y a ça. Ensuite, il y a tout ce qu'on lui a rajouté comme attribut, donc les sabres laser. Déjà, le combat avec 2 sabres, je suis désolé, Anakin l'a fait un petit peu, mais elle s'est spécialisée là-dedans. Elle combat avec des sabres à l'envers, ce qui est aussi quelque chose qu'on avait eu dans Le Pouvoir de la Force avec Starkiller, mais que les fans de Fly aiment bien, Daidon Boken avec la Bad Slash. Mais au-delà de ça, là, moi, ce que j'aime bien avec la Ahsoka de Rosario Dawson, c'est qu'il y a ce côté apaisé, il y a ce côté plus de maturité, mais je l'avais pas dans Mandalorian, mais là par contre je l'ai eu un peu beaucoup, et c'est un truc qui m'embête, parce que autant je suis en phase avec ce que je viens de raconter sur tout le personnage, j'ai un peu plus de mal avec son côté un peu poseuse, où elle te regarde en coin, avec un petit sourire malicieux, et on passe à autre chose. Mais ça, c'est dans la réalisation ou dans la direction, mais c'est un truc que je trouve un peu... Ça va, tu peux le faire une fois. On a compris que t'étais plus fine, que t'avais compris plus que les autres. Mais à un moment, t'as envie de dire, mais vas-y, sors tes trucs, quoi. Tu sens les directives vraiment de jeu où voilà, c'est comme ça que tu vas la jouer en mode plus punchline et je détourne le regard. Les gens passent un temps fou dans cette série à dire un truc, à tourner le dos et à s'en aller. Genre, hop, c'est terminé, voilà. J'ai dit ce que j'ai dit, je mets un grand coup de cap et ciao, quoi. Ouais, mais ça sort pas de nulle part. Parce qu'Anakin est exactement comme ça. Et en fait, elle reproduit exactement les postures d'Anakin. C'était pareil, c'était un poseur. Il lui balançait des scuds à chaque fois pour la faire grandir et pour lui donner des leçons. Parce que elle, c'est pas pour rien qu'il l'appelle Chippy. Elle a ce côté espiègle et un peu... c'est une gamine quand il l'a pris sous son aile, et il essayait un peu de la recadrer, mais comme faisait Obi-Wan avant aussi, en fait il l'explique bien dans la série, c'est qu'elle fait partie d'une longue lignée de Jedi, et en fait il y a toujours ce même schéma, ce rapport de force qui se reproduit entre chaque maître et entre chaque Padawan, et donc oui, ce côté poseux, ce côté je te balance un petit scud comme ça et après je tourne les talons, Anakin faisait exactement la même chose, donc elle reproduit exactement ce que faisait Anakin. Je trouve que c'est la parfaite évolution en fait du côté espiègle et chippy gamin à je suis une grande maître Jedi aujourd'hui, donc je sais très bien que dès que je pose une ligne, tout le monde m'écoute, mais je me prends pas totalement au sérieux non plus, donc il y a ce petit côté un peu clin d'œil, tu vois, qui rebrousse poil un peu, mais j'aime bien. On dit maître Jedi depuis tout à l'heure, mais justement, moi je trouve que la subtilité d'Ahsoka, c'est aussi d'être pas une maître Jedi de l'ordre. C'est-à-dire qu'elle a pris le meilleur de ce qu'elle pense être le meilleur. Il y a une version très subjective de l'enseignement de Jedi qui est pas dans le code, et donc elle en garde les valeurs. Mais elle est un pas à côté, un peu comme peut-être aurait pu l'être un Qui-Gon Jinn ou ce genre de personnage. Bah, c'est justement pour ça que je trouve ça cohérent qu'elle se permette ça, parce que là où il y a l'espèce de hauteur et de détachement de Jedi que t'as sur la plupart des autres persos qui sont des grands maîtres, hein, on pense à Yoda en priorité, tu vois, qui est pas le mec qui va te faire des vannes à chaque phrase, tu vois. Et pourtant, mais sauf quand il est vraiment très très vieux, quoi, et un peu sénile. Mais là, elle, c'est genre bon, certes, on n'est pas maître Jedi dans l'ordre Jedi, quoi, mais c'est plus j'ai un niveau de puissance incroyable, tout le monde le sait, y a pas de souci. Et j'en joue un peu, quoi. Moi, c'est plus la façon dont c'est écrit, en fait. Sa relation avec Sabine ou le côté... Enfin, je l'achète pas trop, quoi. Peut-être que je m'en souviens pas de la façon dont elles se comportaient ensemble ou les rapports qu'elles avaient dans Rebels. Mais là, je les trouve jamais vraiment ni proches ni complices. Et en plus, dès
dès qu'elle commence à la former, qu'elle lui apprend 2-3 trucs, bah, elle se retrouve séparée. Donc finalement l'idée c'est qu'il faut qu'elles se réunissent, voilà. Et même quand elle se retrouve à la fin, bon, enfin, ouais, je trouve qu'elle passe trop de temps séparée, même en dehors de la série. C'est pas une relation qui m'a vraiment transcendé, mais c'est plus par rapport à l'écriture entre les deux, quoi. Mais ça, en fait, je le reproche moins au personnage d'Ahsoka qu'au personnage de Sabine. Oui, par contre. peut-être, ouais. Parce que pour moi, Ahsoka reste cohérente dans son rôle, dans ce qu'on connaît d'elle, dans la progression. Rebels, je le connais pas après, donc peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais en n'ayant pas vu Rebels, on voit bien qu'il y a un lien avant, etc. On nous le dit vraiment texto dans la tronche, mais il n'y a pas cette camaraderie, et du coup, dans ces moments où elle doit faire un choix entre Ahsoka, le destin avec Ezra, etc., etc., tu sens pas la tension qui vient avec l'amour et ce truc comme ça. Donc là où, tu vois, même Anakin super mal écrit dans l'attaque des clones, etc., je pouvais quand même comprendre son revirement vers Padmé, même si son revirement vers le côté obscur, parce que Padmé, etc., même si c'était, je le répète, mais il faut vraiment le dire, vraiment écrit avec le yonf. Là, c'est juste pas écrit en fait. Il n'y a pas de preuve solide de pourquoi elle se respectera à ce point. En fait. C'est-à-dire que son hésitation, tu la ressens pas parce que on te dit que elle fait tout ça pour retrouver Ezra, alors que Ahsoka, elle est avec elle depuis un demi-épisode. Donc tu dis bon, bah, évidemment qu'elle va continuer à suivre sa voie perso, quoi. Question là pour vous deux qui avez vu toutes les séries, tous les épisodes qui étaient hyper à jour. La brouille entre Ahsoka et Sabine, c'est un truc qui est issu de Rebels ou c'est un truc qui arrive dans l'entre-deux et que même ceux qui ont vu, celles et ceux qui ont vu les séries se demandent ce qui s'est passé? Bah moi je vais botter en touche parce qu'en fait Rebels comme un peu Clone Wars, comme un peu Bad Batch, j'ai tout vu. Mais je regarde pas grand chose, donc c'est un peu je sais pas, c'est un peu tout le truc de ces séries pour moi, c'est que je prends du plaisir à les regarder sur le coup. Et ça me marque pas de ouf. Vraiment, il a fallu que j'aille voir des résumés sur internet au début d'Ahsoka parce que je suis là, mais attendez, il se passe quoi à la fin de Rebels là? Je vous l'ai dit très naturellement au début de podcast, mais j'avais complètement zappé cette histoire de Purrgil et la bataille finale et tout. C'est des trucs qui me sont un peu glissés dessus. Je prends plaisir sur le moment, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à les recommander parce que j'ai pas grand chose à en dire. Donc bref, pour répondre à la question, Megan, le problème c'est que j'ai moins de souvenirs de Rebels que de Clone Wars. Je pense que Clone Wars m'a vraiment beaucoup plus marqué que Rebels. Le truc avec Sabine, c'est que c'est aussi une Mandalorienne, donc elle est tiraillée entre deux mondes, entre l'enseignement Jedi et puis là d'où elle vient. Et puis il y a eu la bataille de Mandalore aussi qui a beaucoup touché Sabine. Après c'est vrai que la relation entre Sabine et Ahsoka est moins bien écrite malheureusement que entre Anakin et Ahsoka. Donc ça se ressent déjà de base et Sabine est beaucoup plus proche d'Ezra que d'Ahsoka. Ce qui fait qu'elle veut plus le retrouver que rester avec Ahsoka. Et puis elle a très peu confiance en elle, Sabine. Elle a très peu de rapport avec la Force. C'est compliqué. C'est pas le même rapport entre Ahsoka et Anakin qu'entre Ahsoka et Sabine. Mais ouais, j'ai moins de souvenirs de Rebels. Enfin, je pourrais pas dire dans les détails exactement. Je sais plus exactement. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est que en ayant conscience quand même du lore global de Star Wars, je voyais dans ma tête justement le fait que c'était une Mandalorienne, donc avec vraiment une doctrine assez forte sur les sentiments, on les dévoile pas trop, etc., tiraillant entre les deux. Mais ce que je reproche à la série, c'est que c'est moi qui l'ai rajouté ça en fait par-dessus. La série me l'a pas dit, à part que elle prend pas le sabre la moitié du temps, elle tire au pistolet, quoi, et c'est tout. Et c'est dommage parce que c'est là en fait, c'est là dans le lore, ils auraient pu puiser dedans, être un petit peu plus subtils dans l'écriture, au moins le faire comprendre, et je trouve qu'ils sont vraiment passés à côté par contre là-dessus. On peut enchaîner justement sur les personnages. Donc on a Rosario Dawson qui joue Ahsoka, Sabine c'est Natasha Liu Bordizzo qu'on avait vu avant Menro, tu te souviens? Moi je l'ai vu dans un film dispensable sur Prime. Ok, d'accord. Un thriller au Roland de Hollywood Nights, donc tu vois, c'est pas... Rien de bien fou, mais on a quand même Lars Mikkelsen qui reprend son rôle de Thrawn, puisque c'était lui qui donnait sa voix au personnage. Alors autant j'aimais bien, comme on l'a dit au début, le personnage dans la série animée, même au niveau de la voix. Alors là, l'incarnation avec un cinquantenaire bedonnant en mode schtroumpf avec des yeux luminescents rouges. Bedonnant, t'es dur quand même. Si. Il y a vraiment des moments où tu vois la cantine qui dépasse. Il sais pas sa vie, c'était. Mais on vieillit tous,
il a repris 2 fois Yuganta à la cantine, quoi. Non, mais c'est là que tu vois que la barbe, ça aide beaucoup à éviter de voir les doubles mentons. Ne dévoile pas nos secrets, s'il te plaît. Moi, c'est mon truc, c'est mon style. On a, c'est David Tennant, alors je trouve pas qu'on le reconnaisse du tout, qui fait la voix de Wu Yang, Mary-Elizabeth Winstead qui reprend le rôle de Hera. Alors c'est un peu, moi je trouvais ça un petit peu triste de la voir vraiment en second rôle d'une série Disney+, toute grimée en vert et tout, c'est une actrice que j'aime plutôt En bien. même temps, depuis Scott Pilgrim, elle a pas forcément fait les meilleurs choix de Et Destination carrière, Finale 3. Et il y a, ouais, C'est Destination vrai, Finale c'est 3, vrai. c'est vrai, mais après, là où je l'ai plus remarqué, c'est le Swiss Army Man, où on la voit que à la Ah fin, ouais, il est trop où bien, c'est ce la film. femme. Elle a pas fait un film d'action sur Elle a Netflix fait Birds of Prey avec Kate. oui, elle a fait Kate sur Netflix, qui était pas- Sweet John Wick, voilà. pas ouf. Voilà. Donc moi, au contraire, quand je l'ai vue, j'étais contente de la voir quelque part dans un truc où on la respecterait un peu plus, quoi. Mais ouais, dans un second rôle, surtout qu'elle disparaît quand même un bon moment. Enfin, Hera disparaît de la trique vraiment un petit moment, quoi. Ce qui Ouais, est mais elle plutôt reste logique. centrale dans le plot, tu Voilà. vois, où je suis content quand même. Et on a un duo de Jedi gris, on va y revenir, avec Ray Stevenson, le regretté Ray Stevenson qui joue Baylan Skoll, et c'est Ivana Shakno, il me semble, qui joue Shin Hati, sa disciple à lui, et on a Diana Lee Innocento qui joue Morgan Elsbeth. J'ai l'impression que les méchants s'en sortent presque mieux en termes de prestance et de charisme que l'équipe des gentils, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi il y a vraiment un déséquilibre dans le traitement des personnages, quoi. Bah, Ray Stevenson, mais tellement blasé en fait finalement de la news, parce qu'après tout le. L'acteur est décédé juste avant le lancement de la série. Voilà, d'où l'hommage au début, je crois, de l'épisode 1 d'ailleurs. Mais quand tu vois après toute la série, tu vois genre la subtilité qu'il a réussi à mettre dans son personnage. Justement sur une prod Disney où ça avait tendance à être un petit peu trop manichéen. Et puis que lui est quand même connu pour des rôles un peu bas du front, bourrin et tout. Il voilà. a fait Punisher notamment, donc voilà quoi. Et il était dans Rome aussi. Ouais, était dans Rome. C'est génial. Titre de Rome. C'est Il a le- connu le succès dans Rome d'ailleurs. Et c'est le méchant caricatural de RRR, le film indien de l'an dernier où il joue un anglais over the Ça top. ne m'étonne c'est- pas voilà. du tout, quoi. Mais alors là, tu vois la range du bonhomme, il m'a laissé en tout cas impressionné à la fin. Et en plus, son arc tend vers les trucs que je veux voir le plus dans Star Wars. Et puis, il sera pas là, quoi. C'est un crève-cœur absolu parce que c'est peut-être au bout de la série, c'est peut-être le truc que j'ai le plus préféré en fait dans Ahsoka, c'est le personnage de Baylan. Moi j'ai vraiment du mal, peut-être Menro, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus parce que il parle effectivement de refonder autre chose ailleurs, etc. Mais j'ai eu du mal à comprendre un peu leur motivation, que ce soit à lui ou à elle. J'aimais bien les persos, ce qu'ils dégageaient et le fait que ce soit effectivement des méchants Jedi qui ont des sabres rouges avec une iconographie qu'on connaît, mais qui sont pas forcément dans le manichéisme habituel. Un mot sur le casting. Oui, c'est vrai que tous les personnages qui ont été castés pour incarner des personnages de Rebels, à part Ahsoka, on peut être content de les avoir, mais on a forcément un comparo qui est pas forcément le plus flatteur. Par contre, les créations, et c'est là qu'on y arrive, les créations sont plutôt bien chiadées. Et moi, c'est ces deux Jedi qui sont pas des Jedi, mais qui sont pas des Sith non plus. Encore une fois, on est dans des zones de gris et j'aime bien ça. Baylan Skoll et Shin Hati, on a quand même un respect du côté apprenti et maître. Donc on a du côté des Sith et du côté des Jedi. On a quelque chose, une rigueur, on a quelque chose. Il y a un code. On le connaît pas, mais il y a un code. Et moi j'aime beaucoup tout ce qu'ils en ont fait, c'est-à-dire que je suis très sensible au style de combat par exemple, et tu le disais tout à l'heure, Ahsoka a beaucoup d'inspiration dans le Shambhala, dans tous les combats de samouraï avec les poses qui sont faites, les différents types de gardes, etc. Il y a un gros travail qui a été fait là-dessus, depuis Mandalorian d'ailleurs. Et Stevenson, donc le personnage de Baylan Skoll, donc massif, corpulent, costaud, se bat avec un style très très proche de celui de Dark Vador. Il y a quelque chose de très violent et du coup ils ont fait ça aussi dans son introduction. C'est-à-dire que l'introduction de Baylan Skoll dans le vaisseau au début de l'épisode 1, c'est un appel du pied même pas dissimulé à la fin de Rogue One avec Vador qui... bon, c'est sûr que c'est moins impressionnant parce que la fin de Rogue One est absolument exceptionnelle, mais il y a quelque chose de ça, et sa disciple Shin Hati me rappelle un peu Asajj Ventress mais en version moins barrée. Asajj Ventress qui était la padawan de Count Dooku dans les Clone Wars. Et D'ailleurs, je pensais que le fameux méchant qu'on voit pas casqué là, je pensais qu'ils allaient nous ressortir une Ventress, que je me souviens même plus comment elle finit, peut-être qu'elle meurt en fait à la fin de Clone Wars, je sais plus, mais
Je pensais qu'ils allaient nous ressortir un autre perso comme ça de derrière les fagots, et pas du tout. Je pensais que ce serait Starkiller des pouvoirs de la force, moi. Donc, Et c'était rien du tout. c'était un nuage toxique. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup ces deux personnages, surtout qu'ils ont un destin qui est complètement flou. Alors, on a quelques idées. Moi, j'avais un petit point symbolique, donc que je voulais aborder, c'est que Skoll et Hati sont les deux loups qui poursuivent le soleil et la lune dans la mythologie scandinave et qui permettent l'enchaînement des cycles des jours et des nuits. Donc, Skoll étant le loup qui poursuit le soleil et Hati le loup qui poursuit la lune. Donc voilà, il y a quelque chose, peut-être un destin un peu plus positif pour l'un, malgré le décès de son interprète pour le coup. Mais ils sont un peu coincés, enfin je sais pas ce qu'ils comptent faire pour la suite, mais... Je vois qu'un recast, ça va être là, compliqué, là, effectivement. hein. Il n'y a Ouais. pas d'autre choix. Hein. Et puis voilà, le dernier épisode, on voit donc ce personnage qui est appelé à un vrai... voilà, il est venu là pour une vraie raison, on sait pas trop ce que c'est. On voit, il y a des gens qui ont craqué, là j'ai vu sur Reddit, ce qu'il avait écrit sur ses gants, comme quoi il avait toute la liste des Skywalker, Ah oui, comme exact. une kill list où on sait pas trop. Exact. Euh, Mais ça rejoint peut-être un peu comme l'Holocron dans le premier jeu Jedi Fallen Order. c'est possible. J'ai l'impression. Enfin, c'est pas le même design, c'est pas la même... parce que là on a l'impression qu'il a juste une Apple Watch sur son truc, mais Ouais, c'est ça, ouais. mais Disney. ça rejoint un peu, oui, ce sorte de listing de potentiel ou de Jedi à aller chercher, à aller à appréhender et à éliminer. Donc, En tout cas, il connaît vraiment, comme Thrawn d'ailleurs, il connaît vraiment l'ascendance de Dark Vador en Anakin. Il sait le lien qui est entre les deux, les dégâts que ce personnage a causé malgré lui, ou enfin, on va pas revenir dessus. Voilà, à la fin, on le retrouve sur une statue, on dirait l'Argonas du Seigneur des Anneaux. Ah oui, j'ai reconnu, c'est Madara Oshiwa et l'autre en face, où je sais plus. Et donc voilà, des statues monumentales, et on va en reparler, je pense, tout à l'heure, mais c'est une représentation. Bah, vas-y, On peut hein, pas en parler maintenant parce on que peut en parler maintenant, vas-y, si on tu va veux. parler, là. C'est un des moments de Clone Wars qui est les plus énigmatiques et les plus mystiques, qui s'appelle donc c'est une série de 2-3 épisodes qui se passe sur une planète qui s'appelle Mortis, et donc on a le père, la fille et le fils. Le père étant l'incarnation de l'entre-deux de la L'équilibre. force, l'équilibre. Ouais. Le fils étant le côté obscur et la fille le côté clair. Sauf que là, le statut de la fille a été détruite puisqu'on est sur une planète quand même rongée par les Nine Sisters, etc. D'ailleurs, on nous amène dans une autre galaxie où on voit qu'une seule planète. Mais ça, c'est voilà. On se Pour rappelle- le moment. on se rappellera que sur Hoth, il n'y a qu'un climat, c'est pareil. Sur Et il est Tatooine pas chaud, aussi. ça n'a aucun sens. Mais... Et du coup, voilà, il est sur cette statue, celle du père, donc c'est important. Et donc, il serait peut-être venu à l'origine. Il est là pour choper un pouvoir, il le dit plein de fois. Et surtout, il libère sa padawan. Qui vont avoir donc des chemins séparés a priori. J'ai beaucoup parlé, donc je vais rendre le micro un petit peu. Je Mais vais rajouter un truc, moi, du coup. Parce que, alors, s'il y a un truc que j'ai commencé à faire maintenant, c'est regarder les théories de fans. Parce que ça me. Oh non, pas toi, pas maintenant. Je me délecte. Pas je après me tout ce que t'as délecte fait. Tellement. t'étais Et, l'élu pourtant. Oui, mais j'ai le high ground désormais. Et il y a une théorie que je trouve absolument fascinante parce que moi, ce qui m'a toujours fait kiffer dans l'univers Star Wars, c'est l'aspect philosophique des choses. Et du coup, cette représentation de la philosophie, de l'équilibre de la force avec le père, les enfants, etc., que j'ai découvert du coup dans Clone Wars saison 3 avec ces 3 petits épisodes qui étaient plutôt controversés à l'époque et qui là sont vraiment repris par Filoni dans ce nouveau canon Disney. Ah, il y a cet appel dont Baylan est épris à revenir à zéro, quelque part faire un tabula rasa absolu. Donc, on sent une destruction avant un retour. Il en parle régulièrement auprès d'Ahsoka. Et son lien avec justement Mortis, tout ça, ça appelle aussi à Abeloth, qui est en fait la mère dans tout le carcan des légendes qu'on a oublié, où la mère c'est plus ou moins en fait l'anti-force qui peut absolument tout détruire et qui a un pouvoir largement supérieur à tout le reste. Donc cette espèce de vision d'Armageddon en fait de la force elle-même. Si ça part sur ça. Mes aïeux, Et je trouve que justement cette recherche, non pas de purification, mais vraiment de retour à zéro, je la trouve intéressante pour un ennemi qui, là, ce qu'on a et ce qu'on a perdu finalement sur ces dernières années, c'est un ennemi qui pense être le héros, quoi. Qui pense vraiment faire le bien pour le plus grand nombre. Juste, sa vision du bien est un peu éclatée, quoi. un peu comme un Thanos, quoi.
Ouais, mais Thanos. Mais amélioré, hein. Voilà, Bien tu vois, amélioré. Thanos, c'est vraiment noir ou blanc, c'est très direct. Alors certes, mais en même temps, c'est ce qui a fait que le premier cycle du MCU a bien fonctionné et qu'au deuxième, on se retrouve un peu genre, Ouais. là, on se fait gravement chier quand même, quoi. Alors que là, il y a quand même beaucoup plus de subtilité. Et Baylan, pour moi, est vraiment le nerf de la guerre, le truc central que j'ai envie de voir explorer plus avant, quoi. Alors peut-être pour revenir aussi à celui qui est présenté quand même comme le grand méchant, parce que Baylan c'est un méchant à côté, et finalement à chaque fois qu'ils se battent, il y a C'est pas... clairement une y a- expansion vers plusieurs Voilà, saisons. il n'y a pas vraiment de fin et il vit sa vie de son côté, mais bon, on a quand même Throne qui est la grande menace qui nous est présentée comme celle qui peut mettre vraiment en péril la République, etc. Vous l'avez senti, vous, la menace? Parce que déjà, le fait que, pour une fois, c'est pas un méchant qui manipule la force, certes. Il y a ce côté très stratégique, il y a toujours un coup d'avance, etc. Genre, ok, bon, on le voit à la fin parce qu'il s'en sort et il arrive à faire ce qu'il veut faire, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il pose concrètement comme problème, à part le fait de revenir dans sa galaxie originelle avec un vaisseau? La grosse menace pour moi, c'est que si jamais il s'étendait sur mes draps, je devrais les changer très rapidement, il y aurait du bleu partout. Ouais. Par contre, pour le reste... Je vais être obligé de vous contredire. Je vais être obligé de remonter au roman de Timothy Zahn. Oui, mais... Non, mais justement, je vais y venir. On parle beaucoup de choses qui sont... Mais depuis le début, hein, c'est peut-être symptomatique, mais de choses qui sont autour de la série. Et... Non, mais je vais y venir. Assez peu de la série en elle-même, finalement. Le personnage de Thrawn, donc, a été réhabilité dans Rebels, a été une création de l'univers étendu dans les années 80, et il y avait 3 romans autour de lui. Et donc tu l'as bien dit, hein, c'est un personnage qui n'utilise pas la force, un antagoniste dans Star Wars qui n'est pas un Sith ou comme ça. Et il a quand même, donc c'est une race extraterrestre, les Chiss, et il a un pouvoir malgré tout, un pouvoir qui est d'être un fin stratège. Ok, une fois que tu as dit ça, tu te dis oui, bon d'accord, mais ça fait pas l'amiral Akbar aussi, tu vois, j'en sais rien. Le pouvoir d'avoir lu des bouquins. Et non, en fait, c'est un truc, c'est que si jamais tu suis tous ces ordres, même si ça a l'air n'importe saugrenu, dans tout l'enchaînement des choses, il a tout prévu. Il a pas un coup d'avance, il en a 170. Mais parfois, les ficelles sont un peu grosses, quoi. Sur la fin, Morgan Elsbeth, ça devient juste la nana qui est là pour dire quoi, mais vraiment, vous voulez faire ça? Mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et il lui fait t'es caté. Oui, non, mais c'est ça. Mais bon, du coup, oui, bon, tu comprends qu'à l'arrivée, il va avoir raison, mais on nous le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a des coups d'avance, et son objectif, je pense, ça va être juste d'instaurer le premier ordre et le retour de l'empereur. Voilà, je viens de vous spoiler le film de Filoni de Mando. On sait que c'est ça qui va se passer, mais à quel moment tu le ressens dans la série? Mais pour la défense de la série quand même, avant que t'enchaînes, parce que c'est très cool, mais c'est qu'ils ont créé un personnage dont le seul but effectif est de rentrer à la maison, donc forcément il peut pas faire grand chose d'autre après. C'est une des limites d'Ahsoka dans ce qu'elle présente sur la saison 1, quoi. Là, le coup, c'est que déjà, on a le Chimaira, donc son vaisseau croiseur qui a été blessé, pas blessé, c'est un vaisseau, mais qui a été détruit en partie. Il y a cette espèce d'énorme logo tribal en dessous pour le différencier des autres. Et il a des Stormtroopers qui sont dans des Ghost Troopers. C'est-à-dire que c'est des vétérans de guerre. Ils ont tous, normalement, ils savent viser ceux-là. Ils ont pas beaucoup de moyens. Oui, mais je sais, normalement. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup jusqu'au dernier épisode Ahsoka. Et du coup ils les sacrifient pas, il en a pas beaucoup, ils ont des liens rouges, des sangles partout parce que leur armure tombe en miettes, et clairement ce qu'on comprend avec l'alliance avec les Night Sisters, c'est qu'ils ont plein de cadavres et qu'ils vont juste faire une armée de zombies. Le but de Thrawn là pour envahir la galaxie, c'est de faire le roi de la nuit de Game of Thrones. Clairement, moi c'est ça que je vois dans tous les espèces de cercueils là qu'ils amènent, et c'est pour ça qu'ils vont sur Dastromir, la planète Night Sisters. Et le personnage qu'on a cru que c'était l'un ou l'autre, là, cette espèce de faux inquisiteur qui d'ailleurs a été pareil rendu canon par Dave Filoni. C'était juste un prototype en fait. C'est juste un prototype pour voir, ok ça marche, maintenant on va le faire à grande échelle. Et donc le retour de la menace c'est ça, et puis on l'a vu dans Andor, on a vu dans tous les autres trucs, il y a plein de personnages qui font scission de la Nouvelle République qui vont venir le retrouver. Et c'est ça la peur, c'est que ce mec là ait assez de charisme et de moyens pour réunir quelque chose pour faire rejaillir l'Empire. Encore une fois je parle beaucoup trop. Bah non mais t'as raison.
Je sais pas comment tu le trouves, toi, ce Thrawn, en dehors du fait que Oui. le look, bon voilà. En dehors du look, pour moi, ça a toujours été un personnage très intéressant, et parce qu'effectivement, c'est un antagoniste sans pouvoir au sens propre du terme. C'est un militaire, c'est un stratège, c'est un méchant dans le sens où on peut peut-être plus avoir... Enfin, c'est plus une peur littérale parce que c'est un méchant de guerre. Et les guerres, l'humanité en a connu. Et je trouve que oui, c'est une peur plus littérale, c'est une peur plus viscérale, parce que c'est quelqu'un qui, par son charisme, par ses forces orales et stratégiques, va réussir à lever tout un mouvement avec tous les vestiges de l'Empire qui grouillent dans toutes les planètes. De toute façon, on le voit dans un épisode, quand ils prennent le vaisseau là, avec Morgan Elsbeth pour rejoindre Thrawn, il y a des sbires qui sont encore là à la botte de l'Empire et qui n'attendent qu'une chose, que l'Empire revienne. Il y a toujours des fanatiques à qui on a bourré le crâne. Enfin, il y a un peu ce côté nazi, fasciste, voilà. Il y a cette menace latente d'un soulèvement fasciste qui existe toujours. C'est vrai que ça c'est intéressant au début de la série, quoi. On nous montre que même si la Nouvelle République est en place, il y a encore des noyaux de résistance à l'envers, en fait. Mais c'est pas tellement traité, peut-être que ça le sera effectivement plus dans les saisons à venir. Mais je trouve que c'est traité très bien par Andor, et que Ahsoka en rajoute une bonne couche de subtilité de bah oui, dans toute la galaxie il y a encore des petites poches un petit peu partout. Et où tu parlais de est-ce que Thrawn vous a fait peur quelque part, est-ce qu'il réussissait son truc, je pense qu'il est limité, comme je le disais, par le fait que sa seule mission pour l'instant c'est forcément de sortir, donc c'est pas ouf, mais que tu vois bien la froideur du chef guerrier sur le peu de dialogue qu'il a, où il y a vraiment parfois eu des coups de mais attends, si on envoie ça veut dire qu'on va en perdre 4 sur 5. Oui, mais j'ai fait le calcul, c'est bon, quoi. Alors que c'est les unités que t'as gardées et chéries toute ta vie, et t'as passé je sais pas combien d'années sur une planète abandonnée avec eux, quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne là-dessus, je trouve. Il y a un autre truc, c'est que je me souviens très bien du retour du Jedi, donc épisode 6. L'empereur et Vador viennent visiter l'étoile noire de version 2. Et tout le monde est au garde à vous, ok, c'est le chef suprême et son numéro 2 à ce moment-là. Ok, là on voit Thrawn, et en fait on a des gardes qui scandent son nom. On a des fanatiques. C'est pas du tout une armée de métier, etc. On a des fanatiques qui sont prêts à tout pour le truc. Et on le voit, hein, les mecs qui sont volontaires dans le dernier épisode pour aller arrêter, c'est des kamikazes. Ils savent qu'ils sont là, qu'ils vont mourir dessus. C'est la vision du changement qui va être amené, c'est radicalement différent. Et quand je dis différent, c'est aussi à l'opposé. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un Thrawn, un empire en haut avec des rebelles qui vont essayer de le renverser, mais là on va voir l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une république chancelante déjà, et on va avoir un empire qui va vouloir encore une fois le retourner. Donc il y a tout le temps ce jeu de... Et là je trouve qu'il y a une inversion par rapport à ce qu'on se connaît de l'empire. Mais est-ce que c'est pas, là je vais élargir, hein, je vais encore une fois sortir de la série, mais est-ce que c'est pas la principale limite justement du Filoniverse et de ce que fait Star Wars depuis pas mal de temps, c'est-à-dire de combler les trous, c'est-à-dire que vraiment on est dans comme le 7 nous a présenté un état de fait pour lequel on avait, qui était imprévisible quand tu sors du 6 où tu te dis bah tout va bien, c'est super, et au début du 7 c'est mon dieu, c'est la catastrophe, et on n'a pas du tout cette transition, on n'a même pas un début de commencement d'idée de savoir d'où vient le nouvel ordre, etc. Et donc en fait on en revient à un Rogue One à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de nous montrer comment la rébellion va finir par vaincre l'Empire, là c'est nous montrer comment ce nouvel Empire va prendre le dessus sur la Nouvelle République. Sauf que la finalité, on la connaît déjà. De la même manière qu'à la fin de Rogue One, on savait sur quoi ça allait déboucher, là on sait qu'à la fin, ça va être le début de l'épisode 7. Mais est-ce que c'est si grave de connaître déjà la finalité ? Je vous pose la question, est-ce que c'est... Parce que toutes les nouvelles séries ou tous les nouveaux films Star Wars comblent des trous, remplissent des cases, expliquent des coulisses, expliquent comment on en arrive d'un point A à un point B. Moi, je trouve pas ça dérangeant, au contraire, ça apporte encore plus à la mythologie et ça permet de retrouver des personnages qu'on aime. De toute façon, j'ai l'impression que depuis ces dernières années, ça a toujours été un peu le projet de Star Wars. Donc moi, je trouve pas ça dérangeant de connaître la fin.
Parce que moi, je trouve que le plus important, c'est le voyage et c'est pas la finalité. Donc oui, moi, j'ai envie de voir ce que Throne va faire et surtout ce qu'il a dans son destroyer. Qu'est-ce qu'il cache dans son destroyer ? Est-ce que des nouvelles technologies, un peu de clonage, des trucs comme ça ? Est-ce qu'on va arriver à des prémices du retour de Palpatine ? Enfin, qu'est-ce qu'il cache en fait ? Et c'est vrai que le côté fanatique de ces troupes, moi je trouve ça très intéressant. Et moi, je reviens au côté très guerrier, très culte de la personnalité, quoi. C'est quelque chose qui me fait plus peur que quelqu'un qui a des pouvoirs ou d'un Sith. Bon, même si Dark Vador, ça reste Dark Vador, voilà. Mais quelqu'un qui n'utilise pas ce genre de l'esbrouf, de magie, etc. pour soulever, pour créer un soulèvement. Ça me terrifie d'autant plus. Parce que c'est que le pouvoir de la parole et le pouvoir du culte. On sort de la métaphore qui était, enfin même si elle était pas très subtile, mais ce côté les Sith, etc. On sort de les fascistes, c'est des gars avec des sabres, les fascistes c'est littéralement des fascistes, quoi. Donc il y a quand même quelque chose dans la portée de ce genre de message qui est assez puissante. Et je trouve que c'est assez réducteur de dire que Filoni quelque part reprend des fils bien conçus, parce qu'en vérité je trouve, et particulièrement dans Ahsoka, qu'il a montré qu'il était capable de fermer aussi des fils ou de recouper des choses qu'on n'avait pas vues. Et je pense que le vrai marqueur de ça, c'est Anakin, tel qu'il est traité dans Ahsoka. Où Anakin, on a toujours su que c'était l'enfant élu, celui qui a rapporté l'équilibre dans la Force, etc. On l'a toujours vu comme finalement cet élu qui a été corrompu. Sauf que dans Ahsoka, tu comprends qu'il a pris la place du père dans les trucs de Mortis, et qu'au final, il est devenu l'équilibre de la Force très littéralement, quoi, et qu'il a réussi non seulement à gérer cet équilibre, mais à quelque part embrasser les deux parties de lui-même qui sont Anakin et Dark Vador. Ce final-là, d'un truc qui a été poussé sur littéralement 6 films entiers, tu l'as dans Ahsoka, écrit par Dave Filoni. Et c'est super bien foutu en fait. Tout ce passage, je crois que c'est les 5 et 6 épisodes, épisodes 5 et 6. Moi j'étais juste au bord du truc en mode il l'a fait, quoi, il l'a fait le godin, et il l'a fait super bien, quoi. Et même visuellement ça a envoyé quelques patates qui m'ont bien fait plaisir, quoi. Et tu as ça qui ferme un truc que normalement seul Lucas touchait, et le ferme avec autant de brio, et en même temps tu ouvres à Throne et justement cette subtilité dont on vient de parler. Donc pour moi Filoni fait quand même un excellent travail. Je trouve pas qu'on puisse dire que c'est un sous Lucas ou qui s'amuse juste à rattacher des trucs qu'on avait déjà vus. Il ose des choses qui, alors certes, elles ont plus d'impact quand tu connais tout le reste, mais c'est quand même bien osé, quoi. T'as parlé du côté visuel, je vais rebondir là-dessus. On avait évoqué les thématiques, mais visuellement, qu'est-ce que ça donne ? On a des épisodes qui sont eux-mêmes réalisés par Filoni, c'est épisodes 1 et 5 sur 8. Et ensuite, on a, je vais les citer, on a Steph Green qui fait les épisodes 2 et 3, Peter Ramsey, Jennifer Gatzinger, Gita Vasan Patel et Rick Famuyiwa. C'est pas des noms clinquants, mais parce que la plupart sont justement des réalisateurs de séries. La plupart, mais en tout cas certains, ont opéré justement sur des séries déjà Disney+ avant eux. Je crois que c'est Peter Ramsey notamment. Non, Peter Ramsey, c'est justement un des 3 co-réalisateurs de Spider-Man Into the Spider-Verse, le premier. Et ensuite, on en a d'autres qui ont travaillé sur Mandalorian, etc. On est clairement dans la lignée de Mandalorian niveau visuel, mais est-ce que c'est pas une série qui, parce que justement elle va chercher des choses qui sont en rapport avec Rebels et Clone Wars, qui va piocher dans l'ADN Star Wars d'une manière générale, en tout cas visuellement? Moi j'ai ressenti un petit step up, quoi, vraiment qu'on pouvait ressentir déjà dans la bande-annonce, mais je trouve qu'il y a quelque chose on est arrivé à un niveau qualitatif assez élevé maintenant sur les séries Star Wars. Je sais pas ce que t'en penses, Megan. Visuellement, oui. Je pense qu'il y a eu une amélioration, en tout cas entre Mandalorian, qui était déjà plutôt quali, et Ahsoka. Il y a quand même parfois certains arrière-plans qui laissent à désirer. On sent quand même qu'il y a des petits cache-misère, notamment quand Ahsoka revient dans
Enfin, en pleine guerre des clones ou en pleine guerre de Mandalore. Ah oui. Le petit coup des fumées pour cacher un peu l'arrière-plan, on a bien compris pourquoi. Même si les scènes font leur effet, hein, on est à fond, évidemment. On revoit la guerre des clones et la guerre de Mandalore, on est à fond. Mais bon, on voit quand même qu'il y a des petits cache-misères par-ci par-là. Alors je sais pas si c'est une question de budget ou si c'est une question créative, ça peut l'être aussi, hein, même si parfois trop d'obscurité aussi tue l'obscurité. Mais ça c'est un problème qui est récurrent dans beaucoup de séries. Je pense aussi à House of the Dragon notamment. Même si c'est une volonté artistique et créative, ce que je peux totalement comprendre, mettez de la lumière parce qu'on voit que dalle en fait. Et je trouve que c'est un problème qui se ressent dans beaucoup de séries en ce moment. Ce côté un peu cache-misère et on se cache derrière. Oui, mais c'est un effet créatif et tout. Oui, mais ça ne t'empêche pas quand même de fignoler, d'apporter un peu plus de soin à ta série et à ton atmosphère et à ton ambiance. Moi, j'ai plus un problème sur la réalisation en fait de la série. J'ai du mal. Je trouve que c'est très plat. C'est très plat, ça manque d'énergie, ça manque de... C'est vraiment du chant contre chant très souvent et ça me dérange d'autant plus quand c'est sur les scènes de combat. Elles sont trop scolaires. On sent qu'il y a vraiment cette inspiration effectivement d'arts martiaux. C'est très propre, c'est trop propre. Je trouve que les scènes de combat sont trop propres. C'est très scolaire, on sent qu'ils se sont tous donnés à fond, ils étaient très appliqués et ça se ressent et c'est très bien. Mais ça manque de fluidité. Le maniement des sabres laser est trop saccadé et du coup c'est très dans la posture, très dans je fais un mouvement, je me replace, je fais un autre mouvement, je me replace. Ça manque de fluidité, on est quand même dans des combats quoi. Enfin t'as 2 doigts de crever donc faut quand même avoir un peu plus d'énergie quoi. Donc oui, moi j'ai plus un problème avec la réalisation de manière générale. Où oui, c'est beaucoup de chant contre chant. Il y a pas de, ça manque de fun, ça manque de créativité, c'est trop dans la posture. Et pour les combats, ça se ressent d'autant plus. C'est trop dommage parce qu'il y a des choses à faire quand tu filmes des scènes de combat, que ce soit au pistolet ou au sabre laser. C'est vraiment dommage. Donc moi, j'ai vraiment un gros problème avec la réalisation. Je vais rebondir sur ce que tu dis. J'avais posé la question sur Twitter et j'ai eu des réponses qui vont dans ton sens quoi. Vraiment, on a Bastien Jantet qui est peut-être celui qui est le plus énervé quoi, qui nous dit on se fait chier comme des rats morts, voilà. Les combats sont mous, ça manque d'impact et on a Mathieu qui nous dit que lui, pareil, il trouve les combats mous et les chorégraphies. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'avais pas forcément mis le doigt, mais des chorégraphies trop visible, c'est-à-dire que on a effectivement, notamment, ça a surtout fait ça, le combat entre Morgan et Ahsoka sur la fin, où elles ont des styles très différents toutes les deux, ça se voit, enfin c'est quelque chose qu'on a rarement vu dans l'univers Star Wars, mais il y a vraiment des moments où elles font des moulinets, où elles se retournent pour faire des trucs un peu stylés, mais qui t'as vraiment l'impression que c'est de la posture et que ça manque d'utilité pratique. Enfin, d'une manière générale, les retours que j'ai eu, que ce soit sur notre Discord ou sur le Twitter, vont pas mal dans ce sens, quoi. Il y a un côté mou de l'ensemble global qui ressort, quoi. Moi, j'appelle ça le syndrome la chambre rouge de l'épisode 8. Où il y avait Rey et comment il s'appelait Kylo Ren qui se battent dos à dos contre tous les gardes de l'Empereur, et la moitié des gardes de l'Empereur qui font des coups à côté ou qui attendent leur tour comme dans le premier Assassin's Creed venu. Du coup, moi si je dois en profiter pour dire un truc, c'est que je trouve qu'il y a un avant et un après Andor en termes d'intention de visuel. Avant, on est vraiment prisonnier dans cet écran volume qui remplace les fonds verts, et donc on est obligé d'avoir la caméra tout le temps au même endroit, filmée à hauteur de regard et de manière très plan-plan. Et tout d'un coup, Andor, qui commence comme ça sur les 3 premiers épisodes, s'ouvre avec des décors naturels. Et sur Mandalorian, c'est Bryce Dallas Howard qui permet d'avoir un peu d'air en termes de réalisation et qui donne de la hauteur et un peu de mouvement de caméra. Et là, on est dans un entre-deux. C'est là où je vous rejoins. C'est-à-dire que je trouve qu'on a une envie visuelle d'aller plus loin que justement ce truc très studio, mais on est sans arrêt retenu comme bridé par, je pense, des réalisateurs
et les réalisatrices qui sont pas forcément les plus inspirés ou qui ont voilà, Filoni c'est un très bon conteur d'histoire, c'est un bon scénariste, je suis pas sûr que ce soit un grand réal. Je sais pas si je le mettrais tant sur le dos des réalisateurs que peut-être les contraintes qu'on leur donne et en tout cas le cahier des charges, je Moi je pense. trouve que ce truc formaté ça vient de là aussi quoi. Otax, tu voulais dire? Mais après, je trouve effectivement qu'il y a beaucoup de limites, surtout dans le cadrage, en fait, où ils sont vraiment dans un cadrage série US où ils dépassent pas les choses. Mais après, ils ont quelques idées visuelles ça et là qui sont super intéressantes, notamment dans la limite d'avoir toute la fumée, etc. Viens, on va faire un flash Vador qui est assez intéressant, je trouve, visuellement. Mais effectivement, c'est les chorégraphies des combats où il y a un gros souci. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même une évolution par rapport à la première fois où on a vu Ahsoka dans Mandalorian, où elle s'est battue contre Morgan, justement, où le combat était visuellement horrible parce qu'ils hachaient tout en faisant des zooms permanents sur les trucs à chaque fois. C'est beaucoup moins cut là. Tu voyais rien. Là, c'est pas cut et du coup, tu vois la chorégraphie et tu vois que la chorégraphie a un souci où c'est un peu mou. Mais j'ai une théorie pour ça que j'ai pas réussi à confirmer. Mais faut voir qu'il y a aussi une évolution des combats de sabre dans toutes les sagas Star Wars. Hein. Évidemment, dans 4, 5, 6, ils faisaient un peu avec les moyens du bord et ça se voit beaucoup hein, parce que le combat Dark Vador contre Obi-Wan, c'est waouh. C'est un côté beaucoup plus samouraï de l'ancien temps, avec des grandes épées. Ils font évidemment, c'est pas des artistes martiaux, c'est évident, voilà. Mais on se raccroche un petit peu à ça. Quoi. Voilà, mais il y a Pepper Obi-Wan qui clairement, il a pas le jus pour ça et ça se voit quoi. C'est aussi que Lucas voulait absolument qu'ils tiennent leur épée à deux mains. Oui. Et il a lâché prise à l'époque de la prélogie en disant on va faire on va s'inspirer de la Renaissance et des fleurets et des trucs comme ça. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus. Mais au justement, départ, c'est le truc qui me fait dire ça, c'est que en fait, quand on a les combats de sabre laser, on pense maintenant prélogie en fait avec ces abus de tourniquet où la moitié sert à rien, mais c'est super stylé. On est super content de les avoir. Le 4, 5, 6, c'est un peu le début, donc on oublie un petit peu que c'était moins stylé parce qu'on l'a vu quand on était enfant la plupart du temps. Et le 7, 8, 9, ils ont choisi de tout ralentir et de faire des trucs extrêmement lourds. C'est un peu chiant visuellement. Plus personne sait se battre, on donne des grands coups d'épée. Voilà. Et le truc, c'est que là, Ahsoka se place dans quelque part l'évolution où va falloir accrocher les wagons avec 7, 8, 9. Et je me demande si ça n'a pas aussi influencé les chorégraphies, justement, où ils n'ont pas osé aller sur le style de la prélogie parce que théoriquement, c'était il y a extrêmement longtemps. Et qu'il va bien falloir à un moment raccrocher les wagons sur un nouveau style qui est chiant à mourir visuellement, mais qui est maintenant canon, quoi. Alors que justement, sauf deux personnages qui sont les deux qui ont côtoyé l'Ancienne République, à savoir Bailan Skoll, qui a un style Vapad vraiment précis et cadré. Le style à deux mains de Brut. C'est ça. Et à côté, Ahsoka qui a ses doubles sabres et qui prend appui sur les murs, etc. Donc, mais le problème, c'est que la façon dont ils font, c'est là où je vous rejoins. Après, c'est maladroit, sur quoi. un caillou, je saute sur un caillou. C'est pas, pas énorme. Mais en tout cas, il y a ses poses, ces trucs comme ça. J'aurais préféré quelque part qu'on nous fasse du Yaido. C'est-à-dire, c'est ce que fait le combat Obi-Wan Dark Maul à la fin. Sur Tatooine, dont je tairai le truc, mais ça se passe, c'est très rapide. Le Yaido, c'est je dégaine pas et quand je dégaine, c'est juste pour tuer. Et après, je range. Donc il y a vraiment, quitte à aller. C'est plus ou moins ce que fait Ahsoka dans la série face à l'Inquisiteur. Hein. Mais c'est ça. Donc je trouvais qu'il y avait quelque part une intention qui est bonne, mais après, c'est la réalisation, les chorégraphies sont à la ramasse, quoi. Mais l'évolution entre la première fois qu'on a vu Ahsoka et maintenant me fait avoir espoir sur la suite. Où je pense qu'ils sont toujours quand même en train de cadrer entre différents trucs qui les tirent de toutes parts. Et avec les retours, on voit déjà qu'il y a un premier retour de non, les gens, on veut voir le combat de sabre. Ok, maintenant on vous le montre. Mais la Corée, elle est pas ouf. Donc j'espère que sur la saison 2, ça va être ok, bon, la Corée, on va plus s'inspirer de la prélogie maintenant ou des trucs comme ça, quoi. Parce qu'il y a quand même les graines de quelque chose. On le voit avec Baylan, on le voit avec la Real où ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Et je trouve ça à la limite dommage d'ailleurs qu'on perde du coup Diana Lee Innocento qui fait Morgan. Parce que on le disait avant l'émission, c'est la filleule de Bruce Lee, etc. C'est une des rares dans le casting qui sait vraiment se battre avec toutes ses armes, etc. Donc elle aurait pu nous apporter encore plus au final, quoi. Shinati s'en sort pas trop mal. D'ailleurs. Ouais, mais par contre son perso, il va falloir. Elle est un peu transparente, à l'écrire, quoi. Ouais, voilà, il va falloir l'écrire un petit peu, mais en termes de combat, je trouve que c'est plus fluide. Il se passe quelque chose de plus, voilà. Il y a un lien entre l'organique de ce qu'elle représente et la façon dont elle se bat. Je trouve que ça sonne plus juste. D'ailleurs, pour ajouter un tout petit truc très vite, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant qu'ils osent faire de Ezra un gars sans sabre sur tout un combat.
montrer justement un côté Oui. art martial plus proche J'ai eu avec peur, l'intégration de la force. J'ai eu peur qu'ils nous fassent une Luke bis, genre non, jeter le sabre laser Ouais, moi par-dessus. aussi, ouais. J'ai eu un peu peur de ça, mais finalement ça va. Ils sont pas tombés dans ce travers. Mais après, le personnage d'Ezra est intéressant. Il est très très lié à la force. Lui, je pense que c'est l'un des persos les plus liés à la force avec les plus sensibles avec Ahsoka. Donc c'est bien qu'il soit de retour. Après, bon, son retour est ouais. Pour moi, ça manquait d'émotion, quoi. C'est dommage. Juste le mec, il attendait là avec ses tortues, qui sont très mignonnes au demeurant. J'adore les tortues. Moi, par de contre. toute façon, tu me ramènes des nouvelles créatures à chaque fois, je suis contente. Que ce Elles soit sont des. super mignonnes, Mais oui, elles sont trop mimes. Mais Mais c'est vrai que Bernard l'ermite pacifiste. Quoi. Ouais. Merci infiniment. Quoi. pour conclure ce que tu disais au début, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque dans le personnage de Sabine, quoi, qui est trop dans la retenue à chaque fois, qui est dans l'incertitude et qui manque d'émotion d'une manière générale. Pour conclure, peut-être je vais vous demander à chacun, au final, un espèce de ressenti global. On a bien débattu un petit peu tout, le ressenti global, et surtout, est-ce que vous êtes chaud pour la suite? En tout cas, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite et vers quoi, selon vous, ça peut déboucher? On a un peu défriché avec Menro, mais déjà en termes de ressenti. Morgane, toi t'es un petit peu entre les deux. Megan, Morgane. Ah, c'est Morgane Elsbeth. Tu lisais la ligne en même temps. J'ai quoi. été, ouais, c'est ça. J'ai été abusé par la sorcellerie. Ah, Megan, donc. j'aimerais bien avoir son Excuse-moi. niveau de combat, hein, ça c'est clair. Comme je disais, au début, j'étais un peu mitigée. Mais finalement, sur la fin, je trouve que la série raccroche bien les wagons avec ce qu'elle pose comme postulat de départ. Et c'est vrai que l'exercice n'était pas facile parce qu'il fallait en même temps séduire ceux qui n'avaient pas vu les séries d'animation, ceux qui avaient peut-être juste vu les films au cinéma uniquement, et les fans hardcore qui ont tout vu, tout lu, tout joué, voilà. Donc c'est pas un exercice facile. Je pense que dans l'ensemble, ils s'en tirent quand même plutôt bien. Rosario Dawson fait un super boulot et moi je vous rejoins. Même si ça fait plaisir de retrouver les personnages de Rebels, c'est plutôt les nouveaux antagonistes qui s'en sortent beaucoup mieux. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de peine. De ne pas retrouver Ray Stevenson. Juste pour recadrer, vous pouvez pas l'entendre parce que notre son aux petits oignons de notre producteur fait que vous n'avez que le bruit de nos micros, mais là on vient d'être envahi par un Par la Céline Dion sauvage qui blaste dans la rue comme si c'était de Célène. c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, ça apporte de l'émotion à ce que je disais sur Ray Stevenson, ça fait beaucoup de peine qu'il soit plus des nôtres, qui était en plus quelqu'un d'extrêmement adorable et qui avait vraiment ce plaisir à jouer ce rôle, parce que à la Star Wars Celebration, du coup, il y avait un panel Ahsoka et il y avait ce qu'on appelle une TV line, donc tous les acteurs qui viennent un par un voir tous les médias du monde entier qui étaient conviés à cet événement. Et donc j'ai eu l'extrême chance de rencontrer tous les acteurs d'Ahsoka, dont Ray Stevenson, qui vraiment avait pris ce rôle à cœur et qui était très content du résultat et qui avait envie de faire plus, quoi, évidemment. Mais comme tout, mais comme tout le casting de la série, là à l'heure où on enregistre le podcast, Disney n'a toujours pas fait d'annonce officielle quant à une saison 2. Je pense que ça va pas tarder, vu le succès de la série et la fin qui laisse la porte ouverte à une suite. Et puis quand on sait que Dave Filoni prépare son film qui va conclure ce que Kathleen Kennedy a appelé le Mandoverse, évidemment je pense qu'il y aura une saison 2. Il y a encore énormément de choses à faire. Il faut que Ahsoka et sa troupe prépare déjà son retour, parce que Ahsoka et Sabine sont coincés sur Peridea, donc il va falloir revenir. Ils vont ressurfer sur une baleine et ça va bien se passer. Mais oui, on va rappeler les Purgil et puis voilà, le tour est joué. Et puis il faut qu'on voit effectivement ce que Manigance trône. Et puis, donc oui, il nous faut une saison 2 d'Ahsoka et on attend également la saison 4 de Mandalorian. Et puis après, je pense que le film peut arriver et conclure tout ça. Donc oui, moi j'ai hâte. Je trouve qu'Ahsoka, ça reste quand même une série dans le haut du panier des séries Disney+, avec Mandalorian et Andor. Pour moi, c'est les 3 meilleures séries Star Wars de Disney+ en live action.
Obi-Wan Kenobi a été une énorme déception. J'en attendais tellement. Pour moi, les retrouvailles entre Obi-Wan et Anakin, ça devait être grandiose et ça a été une immense déception. Je ne suis pas la seule, malheureusement. Ouais. Oui, je pense pas être la seule à dire ça. Et puis bon, Boba Fett, est-ce qu'on en parle vraiment ? Est-ce que cette série existe vraiment ? Une série qui a été un aveu d'échec complet en faisant revenir le Mandalorian sur 2 épisodes. C'est même pas sa propre série, quoi. C'est vraiment ni fait ni à faire, d'une grande tristesse. Donc oui, non, franchement, Ahsoka, pour moi, ça reste dans le haut du panier. Et je pense qu'elle a encore énormément de choses à apporter. Là, pour moi, c'était vraiment une saison d'exposition. C'est vrai qu'il y en a certains qui disaient que ça aurait pu tenir en un film de 2 heures. Non. Il y a tellement de choses à reposer. Autant pour beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages. Il y a trop de choses à dire, trop de choses à développer. Et là, pour moi, c'est vraiment un tiers de ce que la série doit raconter. Moi, je pense qu'il devrait même y avoir 3 saisons. Je pense. Je sais pas quels sont les plans de Dave Filoni, mais il y a encore énormément de choses à raconter avant qu'il vienne terminer tout ça avec son film. Otax, sur leur sortie globale. Moi, honnêtement, convaincu, mais avec quand même un petit peu de retenue. Encore une fois, c'est juste la retenue Disney, parce que ils sont tellement imprévisibles dans leur gestion de Star Wars aujourd'hui que je trouve toujours difficile de leur faire confiance. Maintenant, je peux pas renier le fait que Ahsoka a été sur le truc qui me fascine le plus de Star Wars, qui est l'aspect philosophique. Donc du coup, moi tu me donnes à manger là-dessus, je suis extrêmement content, c'était un repas de roi, quoi. Revoir aussi quand même Anakin, mine de rien, avec, même si pas forcément super bien filmé, un bel art du sabre dans ses séquences, ça fait toujours plaisir. Un Lars Mikkelsen qui joue quand même extrêmement bien aussi. Anakin avant qu'il turn. Enfin, c'est la vision qu'en a Ahsoka. Moi, j'aime bien ce côté ambivalent qu'il peut y avoir, mais justement, il y a quelque chose d'espoir de l'après. On le voit en fantôme à la fin. C'est pas pour rien. C'est Anakin pilier de la Force que j'aime beaucoup. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je vois pas vraiment de retour en arrière. Et évidemment, juste Rosario Dawson en fait. Enfin, c'est une actrice que j'aime beaucoup, que j'estime énormément, et elle a toujours cette range. Mais n'oublions pas une chose fondamentale qui fait que quoi qu'il arrive, je reviendrai toujours vers Ahsoka. Il y a des baleines. Il y a des baleines qui font couh, et j'aime beaucoup les baleines qui font couh. Moi, je suis peut-être un peu plus terre à terre, et même le monde entre les mondes. J'aime pas les baleines, toi. J'aime bien les baleines, mais j'aime pas les baleines qui vont dans l'hyperespace. Elles ont pas de moteur, putain. Mais Yoda fait des sauts de 3 mètres, mec. Tout est possible. Oui, mais c'est pas pareil du tout. C'est pas la même logique. Moi, j'ai un problème avec le monde entre les mondes, c'est que j'aimerais en comprendre et qu'on m'explique un jour comment ça fonctionne. Comment est-ce que quand elle tombe dans l'eau, elle passe dans le monde. Voilà. C'est la puissance du scénario. Non, mais voilà, moi j'ai un problème avec ça. Et puis c'est où on peut le prendre comme un trou de verre pour. Ta gueule, c'est magique. C'est ta gueule, c'est la force. Ouais, mais voilà. Moi, j'ai un peu de mal avec les choses qui sont pas expliquées jusqu'au bout. Après, je vous l'ai dit dès le départ, dès les premiers épisodes, j'ai été hyper enthousiaste sur la série. Même pas forcément pour ce qu'elle proposait dans la globalité, mais c'est l'expression visuelle de ce que j'ai toujours matérialisé. C'est quoi une série Star Wars dans ma tête ? Et du coup, j'ai des personnages qui sont attachants, qui sont pas forcément lisses. J'ai des méchants qui sont intéressants. J'ai des énigmes, des trucs, je sais pas vers où ils sont, pourquoi ils sont là, ils viennent d'où, mais c'est qui ? Tu vois, quelque chose qui m'anime comme ça. Et il y a des combats au sabre, ils sont plus ou moins bien faits, tout ça. Bon, dès qu'on m'a dit il va y avoir des séries Star Wars, je sais pas, à l'aube des années 90, en live action, c'est comme ça que j'imaginais à peu près le résultat. C'est pour ça que je suis hyper enthousiaste autour de la série. Jusqu'à ce fameux dernier épisode que je trouve hyper rushé, là où les chorégraphies des combats sont les plus éclatées, je trouve, de toute la série, alors sauf le duel peut-être, et encore, enfin bon, on va pas revenir dessus. Les zombies, j'ai pas de problème au fait qu'il y ait des zombies dans Star Wars. J'ai un problème avec le fait que c'est juste des mecs et des nanas qui marchent en boitant, filmés. On n'a même pas essayé de filmer ça de manière horrifique. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a plein d'actes manqués dans ce dernier épisode, et ça m'encourage pas, parce que j'ai l'impression que je revis les mauvaises heures d'Obi-Wan. Donc j'espère beaucoup. Non, je suis très dur. T'es dur, je suis très parce que c'est quand même Obi-Wan, et on est très très en deçà quand même. C'est de la provoque pour dire que c'est ma déception de ce final, qui pourtant, même dans les épisodes où on me disait à longueur de semaine, il se passe rien, moi j'y passais j'avais beaucoup de plaisir chaque semaine, et donc voilà,
J'ai juste un petit truc à la fin qui me fait avoir un peu peur. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Même les Night Sisters, je suis pas très fan, mais elles sont là depuis longtemps. J'adore, Je moi. suis tellement content qu'elle soit de J'adore, retour, mais au oui. contraire. Moi, c'est pareil, c'est des trucs de Star Wars qui sont pas dans le. Enfin bon, voilà, mais. Moi, peu importe. c'était mes séquences préférées sur Dathomir dans Jedi Fallen Order. Oui, mais Ça faisait peur. L'arc de Ventress était cool là-dessus. Ouais. J'aimais bien. Et puis même ça, en fait, ça développe un truc qui je trouve a été sous-exploité, qui est la cosmogonie en fait de Star Wars, quoi. Où du coup, s'il y a les Jedi, il peut y avoir plein d'autres trucs, et le fait d'avoir des pas vraiment des sorcières finalement, mais le cliché de la sorcière, Si. mais rattaché. Si, c'est au des Star Wars. sorcières, hein. C'est les sorcières. Oui, mais je veux dire dans l'imaginaire collectif réel Ouais. rattaché à Star Wars, donc des sorcières telles qu'on les voit, mais en fait, elles maîtrisent la force elles-mêmes, tu vois. Je trouve ça super intéressant pour le développement de Star Wars en tant qu'univers, quoi. Plutôt que de faire un énième Skywalker et ses descendants, quoi. Je vais conclure aussi rapidement de mon côté. Comme c'était Alduin Ayupa qui disait ça sur le Discord, moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Et vraiment, mais les 4 premiers épisodes, c'est même pas une blague. Je les ai regardés à différents moments de ma journée et tout. Mais systématiquement, je pionçais devant. C'était systématique. Les 4 premiers, j'ai piqué du nez à chaque fois. Comment je veux bien que peut-être que je suis fatigué, mais il y a un rythme qui n'est pas complètement innocent à ça, quoi. Donc vraiment, ça a été compliqué. Et en fait, je pense que j'ai mis le doigt dessus au fil des épisodes. C'est que j'aime cette logique malgré tout d'exploration d'un autre Star Wars dont on a parlé, mais peut-être que je l'aimais plus quand il était circonscrit à des séries animées. J'ai aucun problème d'explorer cet univers-là dans Rebels, dans Clone Wars, où on a des personnages de toutes les couleurs et des choses qui vont sortir du canon, et je suis très content qu'on sorte de l'archétype manichéen et de la famille Skywalker, etc. Mais en fait, je crois qu'avoir matérialisé ça de cette façon-là, je trouve pas ça très satisfaisant, quoi. J'ai un peu du mal avec ces personnages très criards. L'objet live action est limitant du coup. Ouais, par rapport à bah l'expansion. voilà, c'est ça. Même je sais pas si je sais pas tant la façon de fonctionner des baleines, hein, mais juste pour moi c'était quelque chose qui était Arrêtez vraiment. avec ces Non, baleines. mais c'est quelque chose. Elles sont très bien, les Purgils. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la série animée, quoi. Le personnage d'Ezra, il a un contact particulier avec la Force, mais avec les animaux surtout. C'est très bien un personnage qui aime bien les animaux dans une série pour enfants, on aime bien, tu vois. Mais quand tu retranscris ça dans une série live, où en plus le personnage n'est pas là et que tu le sors du contexte, je trouve ça compliqué à acheter, quoi. Donc vraiment voilà, j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai eu un petit moment d'espérance sur les 2-3 épisodes au milieu. J'ai plutôt bien aimé le retour d'Anakin dans la façon dont c'était fait, même si c'est très très fan service. Et surtout pour moi, le dernier plan de la série, c'est un aveu d'échec complet. Genre, on a compris que c'était lui. T'as pas besoin de nous le mettre en face cam comme tu l'avais fait avec Leia dans Rogue One, où c'était déjà pas très beau. Là, c'est pas beaucoup mieux, et surtout genre. Ou Qui-Gon à la fin d'Obi-Wan. Oui. Non, bah si, j'ai oublié. Obi-Wan, j'ai oublié. Force Ghost à la con au milieu du désert. quoi. C'était Qui-Gon ? Coucou. Moi je crois que Ouais, c'était c'était Liam Neeson Qui-Gon. avec des prothèses et une fausse moustache. Pardon, excusez-moi. Mais enfin voilà, pour moi, il y a en fait une vitesse de croisière qui est arrivée sur les séries Star Wars, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que vraiment, on commence à voir qui savent bien faire ça et qui sortent un peu du volume pour arriver sur autre chose. Mais ça reste encore assez plan-plan, et ça va pas forcément, ça m'offre pas ce que moi je suis en droit d'attendre, et c'est un peu tiré vers le bas par trop de choses qui sont peut-être des choses que finalement j'accepte moins de l'univers étendu. Enfin Non, voilà. mais l'avantage, Fleg, c'est que même toi, tu as le droit d'avoir tort, donc tout va bien, quoi. Écoute, selon un sondage fait sur un site qui s'appelle legrandpop.fr, non, parce que j'ai aussi demandé ça, et les avis sont. En fait, c'est grosso modo, il y avait 4 propositions allant de très bien à rater, quoi, et vraiment les gens étaient partagés. Il y avait grosso modo, c'est du 50-50 en haut, en bas, quoi. Donc c'est un peu à l'image de la série, je trouve, quoi. Je sais pas si elle a suffisamment de choses pour elle, pour qu'on la considère comme Almighty, quoi, et elle a pas non plus, elle est suffisamment bien faite avec suffisamment de choses et de personnages intéressants pour que ce soit pas un ratage de niveau de Obi-Wan et Boba, quoi. C'est pour ça que je parle de vitesse de croisière, quoi. Déjà, il n'y a pas de Vespa de l'espace. Et c'est bien. C'est vrai. Et d'adolescents. Et de Power Rangers bizarres. Voilà. Ouais, c'est Donc vrai. déjà en ça c'est une réussite. Et tant qu'on éloigne Robert Rodriguez du projet, tout se passe bien. Oui, pendant qu'on éloigne Robert Rodriguez de tous les projets, ça se passe bien. Voilà, on va conclure là-dessus. Si vous le voulez bien, messieurs, dames, c'est le moment promo. Alors allons-y, Mégane, à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets ? Sur Allociné, tout simplement. Voilà. C'est bête et méchant.
Oui, sur Allociné, je vous invite à consulter le site. Ce n'est pas qu'une base de données ou un endroit où vous pouvez checker vos séances de ciné. Il y a aussi une rédaction. Il y a aussi une rédaction, d'humains, de passionnés qui écrivent sur le cinéma et les séries en salle et en streaming. Qui vous informent tous les jours sur l'actualité cinéma et séries. Donc sur Allociné, et puis la rédac participe aussi à des podcasts, donc les podcasts Allociné, et puis on est sur tous les réseaux aussi, Insta, Facebook, TikTok, Et Twitter. tes réseaux à toi, c'est lesquels? C'est Bête et Méchant aussi, c'est Mégane Choquet sur Twitter, tout simplement. Voilà. CHOQUET. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis notamment sur Ahsoka, j'ai écrit quelques articles aussi, ce que je suivais chaque semaine. Donc là, on met un peu une petite pause sur Star Wars en attendant la saison 4 de Mando et peut-être une saison 2 de Ahsoka, même si je pense que c'est quasiment fait. Mais on va voir. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu dans cet univers-là, c'est le même problème que rencontre Marvel, c'est que entre les séries Disney+, entre les films, etc., en fait, on impose trop aux gens de tout voir. Pour tout comprendre. Et on peut pas demander un investissement aussi important à un public, fan soit-il ou pas. Je trouve qu'il y a moins de problèmes quand même sur Star Wars que sur Marvel, parce que Marvel, ça part dans une direction pas possible. Sur Star Wars, on a quand même, on revient au monsieur au chapeau de cow-boy, Dave Filoni, qui a quand même ce mérite d'avoir instauré une certaine cohérence et il a une vision, on le sent qu'il a une vision. Après, ça marche pas à tous les coups, mais à voir ce que ça peut donner. Mais j'ai plutôt confiance quand même dans la suite de Star Wars. À voir. Otaksu. Oui, moi, on va me retrouver sous peu sur Télé Loisirs, reparler de Star Wars rapidement, mais surtout sur youtube.com/otaksu, OTAXOU, où ma prochaine vidéo, la dernière vidéo qui sortira au moment de sortir ce podcast, ce sera comment réduire la latence sur le cloud et le remote pour pouvoir jouer à Jedi Survivor où on veut, quand on veut, terminer ce très beau jeu. Et donc comment on fait ? Ce sera expliqué sur 12 minutes, parce que là, voilà. je te fais un double podcast là, mais ça va être un peu chelou, quoi. Donc allez regarder cette vidéo. High-tech, quoi. En même temps, c'est un peu ma brand de quelque part, mais voilà, oui. Et sur tous les réseaux sociaux, à Totaxu, un petit peu partout. Menro. Menro sur tous les réseaux sociaux @MENRAW et même sur Blue Sky maintenant. Et oui, j'ai été invité par Otaksu. Et du coup, sinon, mon actualité, elle est essentiellement sur le Grand Pop en ce moment, même si je réfléchis à d'autres petites choses autour. Mais pour l'instant, voilà. Donc, il y a ce podcast sur Ahsoka, il y a l'article sur Ahsoka de critique qui va sortir dans la foulée. Et je suis en train de maturer un petit quelque chose autour de l'emotion gaming, puisque j'ai fini Red Dead Redemption 2 et que je me le suis pris complètement dans la gueule et que ça m'avait pas fait ça depuis longtemps. Je n'ai jamais réussi à le finir, bravo. Voilà. Et il a passé des années comme toi, et là, je sais pas, il s'est motivé il y a quelques semaines. Et donc voilà, je vais parler des jeux vidéo qui procurent des émotions. Voilà. D'ailleurs, tu vas parler de The Last of Us ? Notamment. Oui. On l'a fait en long, en large, en travers le Grand Pop en plus, quoi. Mais petit teaser d'ailleurs, parce qu'on va pas tarder à monter en direct la config de Menro sur mon YouTube, pour qu'il puisse créer d'autant plus de projets magnifiques. Voilà qui appelle du très très bon. De mon côté, c'est @phlegmatic_ sur Twitter et @notphlegmatic sur Instagram. Mais surtout, suivez le Grand Pop partout, même dans la rue, mais vous pouvez le suivre, n'hésitez pas, ça le dérange pas plus que ça, mais sur Twitter, le Grand Pop FR, sur Instagram, sur Discord aussi pour discuter, et puis peut-être discuter entre nous de ces séries, de ce que vous avez vu, de pourquoi pas vous retrouver aussi par procuration dans un prochain podcast. On vous écoute, on vous lit, et d'ailleurs laissez-nous des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme de podcast de votre choix. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci encore à Mégane de nous avoir rejoints pour merci de m'avoir invité. Merci. Toujours là pour parler de Star Wars. Avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Et puis de notre côté, on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Des bisous. Bye. Salut.